Mesdames, Messieurs, c'est là que ça se passe. La parole aux entraîneurs. Pour la deuxième partie de la journée, je suis très content d'accueillir deux conférenciers qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Même s'ils sont quand même très bavards l'un et l'autre. Dans le cadre d'une conférence, je pense que c'est peut-être leur première à tous les deux, ça se peut? Alors, c'est ça, aujourd'hui donc on va assister à la première conférence à vie de deux entraîneurs, deux jeunes entraîneurs qui ont des choses passionnantes à partager. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de vous faire partager cette expérience-là. On a souvent, quand on a l'habitude d'assister au congrès, on voit souvent les mêmes têtes, les mêmes équipes qui sont représentées, qui sont sur le devant de la scène. Et voir des jeunes entraîneurs, c'est un petit peu un beau message aussi qu'on partage là en disant il y a de la compétence partout et la compétence n'attend pas le nombre des années, comme on dit. Alors, ces deux jeunes entraîneurs, c'est Jérémy Dumora ici, c'est Charles-Olivier Wapayaprou après. Là où on est un petit peu embêté, c'est que on est un petit peu limité dans le temps, on a à peu près 1h30 ou 2 heures peut-être à passer ensemble. Et je pense qu'ils en auraient tous les deux pour 3 heures à partager, donc il va falloir couper un petit peu. Mais on va quand même se garder la place de poser des petites questions si ça vous tente. Le fait qu'on soit limité aussi, ça nous prive de donner la parole à Christelle Roy-Lécuyer qui voulait absolument être sur le devant de la scène. Elle dit « Ouais, mais moi aussi, j'aimerais parler, ou dans le pire des cas, j'aimerais chanter. » Non, Christelle, on n'a pas le temps. Donc je suis désolé, une prochaine fois, si vous voulez. Et si, alors tous les deux, là, je leur donne la mission. Si vous terminez 5 minutes en avance, on laisse Christelle parler ou chanter après. Est-ce que c'est une entente ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai rien à voir là-dedans. Ok. J'ai une autre suggestion. Moi, j'aimerais ça que Karine vienne faire l'enseignement de la brasse à la fin, sinon, si ça te... Tabarnouche, on a des conférences jusqu'à demain matin alors. En attendant, les sujets qui vous seront partagés tout à l'heure, c'est dans un premier temps par Jérémy. La performance, l'idée c'est la performance, quel que soit le club. C'est un petit peu le raccourci facile qu'on aurait tendance à faire en disant ok, la performance c'est facile dans le gros club, le club structuré, le club qui a ça, que moi je n'ai pas dans mon contexte. Et puis j'espère que c'est un mythe que Jérémy va faire tomber en partageant son expérience qu'il a fait débuter comme carrière d'entraîneur du côté de Ottawa avec des résultats vraiment éloquents. Tu vas en parler mieux que moi. Et puis dans un deuxième temps, Charlot, voyez la boîte. Les gens qui travaillent dans la boîte, un petit peu qui pensent et qui travaillent en dehors de la boîte. Et puis Charlot, lui, il est comme là-bas par rapport à la boîte. Il est très très loin, il a une pensée, une philosophie, il a développé une philosophie d'entraînement qui est assez atypique, mais qui est hyper réfléchie, hyper argumentée. Je vous donne la mission de le challenger, puis je vous dis tout de suite, vous n'y arriverez pas. Il aura la réponse à vos questions. Donc, la parole à Monsieur Jérémy Dumora. Merci, Nick. Merci à vous d'être là aujourd'hui. C'est vraiment une expérience nouvelle pour moi, puis j'espère que je vais parler assez lentement pour que tout le monde me comprenne. Pour commencer, j'aimerais vous montrer un petit vidéo juste... Là, Nick, le budget. Là. On va espérer que ça marche. OK. Non. Excusez-moi. Ça commence bien pour une première. Ouais, hein? Ça, c'est du sabotage, Nick. OK. Fait que c'est ça. Là, tu vas rester de même pendant 2 heures parce que lui, il passe après. Je viens de trouver un sens à ma vie. Fait que je voulais juste vous introduire avec un petit brise-glace qui est vraiment éloquent selon moi. Je pourrais couper le son si vous voulez, mais je pense que je voulais vous dire à quel point vous êtes joyeux. Excusez, je vais juste couper le son. Fait que c'est ça. Je voulais vous dire à quel point je pense que vous êtes tous essentiels dans votre programme, peu importe quel est votre rôle dans votre programme. Puis je pense que si on regarde bien un pit stop de Ferrari, ça peut vous prouver à quel point tout le monde a sa place, puis que quand il y a tous les maillons de la chaîne qui connectent, je suis certain que le travail d'équipe fait atteindre de grandes choses dans notre carrière d'entraîneur. Puis c'est comme ça que je vous vois dans vos programmes, parce que quand je vous vois sur le bord de la piscine en compétition,
Ça a l'air d'être une belle communication que vous avez avec votre staff. Puis pour moi, c'était important de débuter avec ça. Puis aussi vous dire que si on est ensemble aujourd'hui, ça veut dire qu'on a tous passé à travers la pandémie, puis qu'on peut enfin reprendre, après 2 ans d'attente de haut et de bas, on est enfin tous réunis pour pouvoir parler de ce qu'on aime, la natation, puis regarder vers l'avant maintenant. Fait que félicitations d'être passés à travers la pandémie tous ensemble. Fait que mon objectif de la présentation aujourd'hui, quand Nick m'a approché, ça a été vraiment mon idée, c'est d'ouvrir une réflexion et adopter des pistes qu'on pourrait peut-être inclure dans notre programme suite à la pandémie. C'est un bon moment pour repartir de zéro, la feuille blanche, puis peut-être amener de nouvelles idées chez vous aussi. Fait que j'ai pas la prétention de vous dire qu'est-ce qui marche pas, mais juste voici mon vécu en tant qu'entraîneur. Puis ça va me faire plaisir de vous expliquer peut-être qu'est-ce que j'ai fait avec mes équipes précédentes, mon staff précédent, pour faire évoluer une structure et quels sont les défis que j'ai pu rencontrer à ce moment-là, les bons défis, les erreurs que j'ai pu faire puis que je vous souhaite de ne pas reproduire. Mes enseignements, vous allez le voir au long de la présentation. Puis, j'aimerais ça qu'on se pose la question si les résultats sportifs sont notre seule manière d'aborder la réussite, puis si c'est la seule manière de juger la qualité d'un programme. Est-ce que le résultat chronométrique est la seule manière? Ou est-ce que vous vous démarquez par votre esprit d'équipe, votre culture propre, la manière dont votre club-école n'arrête pas de produire des nageurs, etc. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes, puis il y a plusieurs façons de le regarder en bout de ligne. J'aimerais ça aussi, peut-être que nous, en tant que province, j'ai passé 4 ans en Ontario, du côté de Sumotawa, puis les choses sont bien différentes là-bas, en bon et en mauvais. Là-bas, par exemple, il n'y a pas de sport-études, ça n'existe pas. Fait que ton nageur, il va nager, il va se lever à 4h30 tous les matins ou un matin sur 2, puis il va nager après l'école le soir. Mais en ce moment, si on regarde l'évolution de la natation, il y a quelque chose qui marche malgré tout dans ce contexte-là, et je pense qu'ils ont réussi à tirer le meilleur de leurs obstacles. Puis nous, on pourrait peut-être se demander en tant que province, à l'ère de TikTok et des réseaux sociaux, des cellulaires, des YouTubers français qui font changer l'accent de votre enfant à la maison, quel pourrait être le futur champion olympique? En fait, pas qu'on va l'avoir nécessairement, mais il va y en avoir des champions olympiques dans 10-15 ans, peu importe. Quelles vont être les choses différentes que ce nageur-là va avoir dans son background comparé aux champions olympiques d'hier? Puis peut-être que ça peut nous porter à réfléchir sur la manière dont on veut aborder nos programmes et qu'on peut aller de l'avant avec des bases innovantes et nouvelles. Puis quelle sera la structure du futur? C'est un peu la même approche. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour optimiser vos programmes? Avant de poursuivre, je voudrais remercier quelques personnes qui ont été très importantes dans mon cheminement, vu que je suis là devant vous aujourd'hui. Il y en a d'eux qui est ici aujourd'hui, fait que Guillaume Mecto, je tiens à te remercier. C'est un bon mentor pour moi. Puis je pense qu'on partage pas mal la même philosophie, à part celle d'acheter des souliers à tous les mois. Mais à part ça, non, c'est ça. Guillaume a eu un rôle très important dans mon cheminement. J'ai aussi eu beaucoup de fun et de plaisir à travailler avec mon ancien adjoint, Chris Cormier, qui m'a appris beaucoup de choses, Mike Thompson, et j'ai une pensée aussi pour Murray Drudge, qui m'a appris beaucoup de choses, et Tom Enzai. Et mon premier entraîneur, je vous ai épargné la version longue de son nom, il vient de Madagascar, il s'appelait charmant Adriamanalalitin Soa, fait que je vous ai fait une petite version abrégée. Pour ce qui est de la philosophie, pour parler d'une structure performante, je pense qu'il faut parler d'optimiser nos ressources, puis notre staff, nos nageurs, optimiser peut-être les relations avec l'OCA, etc. Puis je suis arrivé à la réalité que j'ai peut-être 3 notions importantes dans mon coaching qui jusque-là m'ont permis d'avoir des résultats. Puis là-dedans, il y a le plus important, la qualité organisationnelle, la qualité de vouloir donner le meilleur à chaque membre du club et pas juste certains. La qualité de l'entraînement qu'on va offrir, il n'y a pas une longueur qui n'est pas voulue ou avec une idée derrière la tête, vraiment optimiser l'entraînement et la qualité de les relations humaines que tu vas bâtir. Puis je pense que dans les qualités qu'on bâtit avec les jeunes, vous pouvez le voir qu'en dessous, j'ai écrit communication comme fil conducteur de la performance.
Ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'il faut se mettre au niveau de chaque nageur. Puis vous avez tous peut-être coaché des nageurs plus vieux qui sont au cégep ou plus vieux. Puis je me rappelle d'une petite anecdote. À un moment donné, on était aux championnats provinciaux d'Ontario. Puis je venais de parler à une nageuse de 14 ans. Fait que vraiment beaucoup de renforcement positif. Ça avait été correct, mais pas sans plus. Puis là, il y a Alexia Zevnik qui arrive après, qui a 25 ans, qui revient de l'université aux États-Unis. Puis elle arrive, puis on débriefe de sa course. Puis je me mets à lui parler de la même manière qu'à la fille de 14 ans, de manière inconsciente. Puis là, elle me regarde, elle dit « Jay, là, c'est correct, tu peux me dire les vraies affaires. Tu peux me dire les vraies affaires, puis t'as pas besoin de me sugarcoat, entre guillemets. » Puis c'est important, je pense, de cette leçon que j'ai appris qu'il faut se mettre à la hauteur de chaque enfant, chaque nageur, chaque senior, puis s'assurer qu'on communique de la meilleure des manières quand il s'agit de performance. Puis qu'un nageur qui est plus ou moins satisfait, c'est un noyau de frustration qui grossit. Puis si on arrive à toujours percer le petit abcès avant que ça prenne des proportions trop grandes, ben vous allez réussir à avoir un nageur qui influence positivement un autre nageur qui en influence un autre positivement. Fait que la communication est vraiment importante à ce niveau-là quand vous voulez bâtir une structure de qualité. L'éthique de travail et la transparence, vous avez tous votre propre éthique et vos propres valeurs. Puis, moi, la mienne, c'est de toujours arriver le matin au moins 30 minutes avant les jeunes, à 1h30 l'après-midi quand il n'y a pas de bureau, puis jamais boire de café sur le bord de la piscine. C'est une de mes choses que je pense est intéressante dans le sens que je ne veux pas juger personne, j'ai l'impression que selon moi, arriver avec un café sur le bord de la piscine, ben ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose pour donner mon 100% aux jeunes. Fait que je le bois dans l'auto avant ça. C'est juste ça. Puis, montrer l'exemple tout le temps, puis en se tenant à nos principes. Fait que dis pas à tes nageurs d'arriver sur le bord de la piscine à telle heure si toi, tu es pour être après eux sur le bord de la piscine. Je pense que c'est une règle de base qui va vous permettre de toujours avoir l'ascendant sur les règles et vos nageurs. Quand on parle d'inspirer, j'ai eu la chance, puis je pense que c'est quelque chose que vous pouvez tous mettre en place, c'est avoir l'opportunité de peut-être faire interagir vos jeunes, peu importe le niveau, peu importe le budget du club, mais avec des anciens athlètes ou des athlètes actuels qui sont sur l'équipe nationale ou champions provinciaux, Jeux du Canada, peu importe, ça va permettre d'aller chercher une certaine... ça va permettre d'ouvrir des nouvelles idées à des jeunes et ça va leur permettre de surtout apprendre que peu importe le niveau, votre meilleur nageur va avoir les mêmes problèmes dans la vie qu'un médaillé olympique ou qu'un médaillé au championnat du monde. C'est-à-dire qu'on voit juste les podiums puis on voit juste les retombées quand le nageur fait sa meilleure performance aux Jeux olympiques, mais on ne sait pas qu'à tous les jours dans sa vie, elle vit probablement la même chose que votre athlète qui est au secondaire, c'est-à-dire des peines de cœur, des problèmes avec l'école, peu importe, ou des bonnes choses qui se passent dans leur vie. Puis c'est important de peut-être le renforcer, puis permettre à vos nageurs, avec des programmes comme Head to Head, par exemple, de Martha McCabe, d'aller chercher Sandrine Mainville ou Hilary Caldwell ou peu importe qui vous voulez, pour venir parler à vos nageurs, puis leur donner des pistes de réflexion et peut-être semer une graine qui va peut-être faire que la performance de demain va aller plus loin dans votre club. S'entourer des meilleurs. Alors, je pense que quand je dis s'entourer des meilleurs, ce n'est pas nécessairement Bob Bowman puis Dave Salo. C'est les meilleurs pour la vision que vous êtes en train d'instaurer dans votre programme. Fait que, pour moi, c'est tout nouveau. Je suis avec Neptune maintenant. Puis, quand on parle de créer la meilleure structure possible, je pense que notre staff, en ce moment, reflète cette idée-là. Puis, quand on parle de s'entourer des meilleurs, c'est aussi avoir une vision commune. On n'est plus à l'ère du un boss, puis c'est my way or the highway. Je pense que maintenant, tout est dans la collaboration. Puis pour aller chercher de la performance, c'est plus un one-man show. Quand tu arrives au Centre national à Toronto, tu vois que Ben Titley, pour le temps qu'il était là, il était sur le bord de la piscine, mais il y avait toujours son biomécanicien à côté de lui. Il y avait toujours son physiothérapeute à côté. C'était vraiment un bal, puis chacun trouvait son espace et chacun avait le droit d'intervenir avec les nageurs au même niveau puis avec la même qualité de l'expertise. Fait que je pense que chacun dans vos programmes, vous avez aussi cette qualité-là, peu importe la grosseur, de pouvoir aller donner votre meilleur puis ce qui fait votre spécificité à tous les nageurs de votre club.
Oups, excusez. Le plus important aussi, je pense, c'est aussi en tant qu'entraîneur, on aime ça que ce soit bien régulé, bien formaté, mais la pandémie nous a appris que les plans, ça pouvait prendre le bord assez rapidement. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut tous refléter. Puis, je pense que c'est important d'accepter de changer de chemin en cours de route. La destination est peut-être la même, mais peut-être qu'on va prendre une route plus sinueuse. L'objectif reste le même, mais il faut être capable de retomber sur nos pattes et peut-être aller chercher une idée à laquelle on n'aurait pas pensé pour arriver en bout de ligne au même résultat. Fait que si vous êtes 8 par corridor, ben, il y a peut-être je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être la possibilité d'aller chercher le même résultat que quelqu'un qui a l'espace de 2 par corridor, juste en améliorant et en optimisant votre temps de piscine, en prenant un chemin détourné, ou si une compétition à laquelle vous êtes supposé arriver n'arrive pas parce qu'il y a une pandémie qui commence la même semaine, ben, il y a toujours moyen d'aller lever vos foules, puis lever vos nageurs à quand même aller sur un Zoom, faire des push-ups, peu importe, puis les garder actifs pendant des moments où vous n'avez pas nécessairement le contrôle sur la situation. Je pense qu'on a tous de l'ambition ici. Puis l'ambition d'atteindre de grandes choses en savourant chaque moment, c'est difficile. Je pense qu'on est dans un rôle, puis on parle de pénurie de main-d'œuvre chez les entraîneurs. Puis je pense que c'est difficile de garder en tête les choses positives, mais si on arrive à être des gens qui voient le positif et non pas le négatif constamment dans la vie, on va apprécier nos 40 ans de carrière ou nos 30 ans de carrière avec bien plus de facilité que si on pense juste à ce qui n'a pas bien été à la dernière compétition ou si les résultats de fin d'année ne sont pas au niveau de ce que vous auriez espéré en commençant la saison. Puis TTTT, c'est These Things They Take Time. Ça vient d'un grand philosophe, en fait, Loud. C'est juste que c'était un petit moyen mémotechnique de me rappeler souvent que les choses sur lesquelles on ferme les yeux aujourd'hui. Bon, mon nageur qui respire toujours dans le dernier coup de bras avant un mur. Peu importe, un nageur qui rentre dans l'eau toujours 5 minutes en retard parce qu'évidemment, c'est toujours lui qui a le besoin d'aller aux toilettes 5 minutes avant le début de l'entraînement. Peu importe la raison, toutes ces petites choses-là sur lesquelles on peut fermer les yeux et dire « Ah, j'ai pas envie de dealer avec ça aujourd'hui », ben malheureusement, au moment le plus important de sa saison ou de sa carrière, ben si c'est pas réglé, c'est ces petits problèmes-là qui vont venir vous revenir dans le coin de la face. Puis c'est important, c'est difficile, puis moi le premier, mais si j'ai pu apprendre quelque chose, c'est vraiment que fermez pas vos yeux sur les choses importantes à vos yeux puis vos valeurs. Excusez. Fait que, selon moi, qu'est-ce que la performance dans un club groupe d'âge? C'est l'optimisation de vos ressources. Peu importe que vous ayez 5 corridors, 2 corridors, la piscine ne fait pas nécessairement la qualité du programme. Je pense qu'on a tous eu des expériences dans des piscines qui n'étaient pas nécessairement les plus belles, mais on a quand même réussi à sortir de quoi parce qu'on avait un cœur à ce qu'on faisait, puis on mettait du cœur à l'ouvrage. Et ça va vraiment être de croire en vous, puis croire en ce qui est votre philosophie, puis vous assurer que vous allez inspirer du monde. Fait que pour moi, c'est ça la performance. C'est pas nécessairement avoir le meilleur nageur en bout de ligne aux championnats provinciaux ou aux Jeux du Canada, peu importe. Ça va être que votre structure, elle soit performante dans tous ces aspects qui sont, est-ce que je contrôle mes communications? Est-ce que je contrôle mon esprit d'équipe? Est-ce que je contrôle le plan de compétition pour nos nageurs long terme, court terme, moyen terme, peu importe? Si vous optimisez ça, les résultats, la performance va arriver en bout de ligne. D'où partir et comment avancer? Fait, quand je suis arrivé à Swim Ottawa, la problématique était que c'était un club de 60 nageurs. C'était 60 nageurs compétitifs, puis c'était pas vraiment une culture très portée sur la compétition. C'était vraiment, tu reviens des Jeux olympiques de 2016, je suis arrivé en 2016, les nageurs ne connaissaient pas Kyle Limas, par exemple, puis ça peut paraître fou maintenant, là, mais il a fallu constamment les éduquer. Puis si vous arrivez à éduquer vos nageurs dans vos programmes, en partant d'une feuille blanche, ça va vraiment aller de fil en aiguille. Fait que votre premier point, je pense que ça va être d'analyser votre milieu. Même si vous êtes là depuis 5-6 ans, la pandémie, comme j'ai dit, ça vient d'avoir coupé quelque chose. Fait que je pense que vous pouvez repartir avec du sang frais, du neuf. Analysez quel est votre temps de piscine, analysez quelles sont vos forces en présence, qui sont vos leaders que vous devez aller chercher, puis à qui faire comprendre pourquoi vous faites les choses. Et après ça, eux vont disséminer la bonne
la bonne vision que vous êtes en train d'essayer d'instaurer. Vos membres de CA vont être très importants. Puis j'ai eu l'expérience d'avoir un excellent CA l'an dernier, mais j'ai aussi eu l'expérience d'avoir un CA abominable dans le passé. Mais la communication, puis partir de la feuille blanche, peut-être les inclure dans votre processus, dans l'idée de laquelle vers où vous voulez aller, ça va être important, surtout si vous débutez à une nouvelle place, peu importe l'âge et l'expérience. Gérer vos émotions, c'est vraiment le nerf de la guerre rendu en 2022. On ne peut plus, je pense en tant qu'entraîneur, jeter un tableau dans l'eau. Ça paraît drôle, là, mais tu sais, comme je pense que c'est vraiment important quand vous mettez votre casquette d'entraîneur, là, votre chapeau d'entraîneur, vous mettez un sourire sur votre visage, puis il va y avoir des choses qui vont vraiment vous énerver, mais avec de la patience, je pense que vous allez pouvoir résoudre bien des problèmes. L'attitude en entraînement et en compétition, je pense que c'est important que ce soit toujours à propos du 100% du jour. Si tu arrives à donner ton 100% du jour, peu importe que tu sois à 50% de ton maximum ou peu importe, bien c'est là que tu accomplis des grandes choses parce qu'en bout de ligne, 1% de plus, 1% de plus, 1% de plus, 1% de plus, ça amène que les nageurs, bien, ils sont tellement rendus dans une idée que si tu leur demandes constamment d'aller chercher de l'excellence, au début, ça va être difficile, mais à un moment donné, leur mentalité va shifter et ça va devenir quelque chose que tu n'auras plus besoin de leur rappeler d'être excellent. Ça va faire partie de leur valeur, puis ça va être ancré dans leur tête. Fait que c'est important de donner le 100% du jour, un soutien constant, puis votre approche en compétition, peut-être pas arriver avec un temps en tête nécessairement. Je pense que des fois, ça peut nous jouer des tours. Puis quand on parle de gestion d'émotions, si tu arrives avec un temps, un standard ou peu importe en tête en tant qu'entraîneur, ça se peut que tu aies une mauvaise compétition si ton nageur manque d'un dixième ou quoi que ce soit, peu importe. Peut-être avoir une approche plus progressiste où tu te dis, ben si c'est leur 100% du jour qu'ils sont éduqués à avoir, quand ils vont arriver à une compétition, tu peux leur faire confiance qu'ils vont nécessairement donner leur 100% du jour. Puis ça va être ça pour cette journée-là. On se remet au travail, on se remet à notre planche à dessin et on va essayer d'aller faire mieux la prochaine fois si vous n'êtes pas satisfait nécessairement de ce que vous avez vu ce jour-là. Les voyages en compétition, ça c'est une de mes bonnes expériences qui m'a vraiment aidé si vous essayez d'amener quelque chose de nouveau dans votre programme. Ça m'a vraiment marqué la première année, dans le fond. On commençait à être quand même pas pire sur la scène régionale. Mettons, tous nos nageurs, des plus jeunes aux plus vieux, commençaient à être vraiment compétitifs sur la scène régionale. Puis, arriver à Toronto à chaque fois, pendant un an, ça retombait à plat. Puis, je ne sais pas si vous l'avez vécu, si vous n'êtes pas nécessairement de Montréal ou Québec. Ça se peut que tes nageurs, tu les vois faire des belles choses en entraînement, tu as de l'ambition, tu es content. Et arriver le jour de la compétition dans la grosse piscine, « Ah, mais je nage à côté d'un tel ou un tel, blablabla. » Bien, ça retombe à plat. Et ça a été vraiment une expérience enrichissante pour moi de m'asseoir avec mon équipe d'entraîneurs puis de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça réarrive à l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur l'an prochain? Et que quand on arrive dans les grosses piscines, on n'a pas nécessairement l'anxiété d'être les petits villageois. Là, je m'excuse du terme, là, mais fait que ce que ça a été de vraiment faire un plan de compétition, un calendrier de compétition qui reflète votre ambition. C'est-à-dire que, ben, on a commencé à faire des voyages d'équipe. L'année d'après, d'ailleurs, c'était à Trois-Rivières. Charles, je te vois. Oui, on était à Trois-Rivières. Après ça, on est parti en notre voyage d'équipe. On en a amené 60 d'un bord, 60 de l'autre. On est parti à Markham. On est parti de plus en plus souvent à Toronto. Une des bonnes expériences, d'ailleurs, que j'ai eues à ce moment-là, ça a été souvent quand tu vas au TIPASC, là, à Toronto, au Pan Am Center, souvent à 99,9%, tu avais Ben Titley qui faisait nager ses nageurs. Dans le fond, il s'entraînait dans la teigne de plongeon, sortait de l'eau, montait sur le bloc, faisait une épreuve d'entraînement pendant la compétition, repartait s'entraîner. Puis si tu as tes nageurs qui sont capables d'aller voir ça, je ne vous dis pas nécessairement d'aller à Toronto, mais ça peut être aussi Marie-Sophie, Catherine, peu importe, bien, ils commencent à l'observer. Puis s'ils observent quelque chose de manière de plus en plus régulière, ça devient de plus en plus familier dans leur esprit. Puis moi, ça a été une des clés du succès derrière qui a fait qu'on est passé de 60 à 120 nageurs compétitifs. C'est que le plus qu'on en a amené dans les grosses compétitions, invitations provinciales, nationales, etc., bien, le plus qu'ils y ont pris goût, puis le plus que le nom qui leur faisait peur est devenu un nom familier. Et le plus que tu es familier avec quelque chose, le plus que tu peux progresser et aller de l'avant. Fait qu'une des anecdotes, c'est Julie Brousseau, à un moment donné, qui est
à côté de Rebecca Smith. Elles sont dans le 4 et le 5 un matin dans un 100 libre. Puis il y a eu un bug de chrono, puis Julie est comme tombée en flip dans l'eau au départ, en flip à côté de Rebecca Smith. Puis ça, là, pour une petite nageuse de 13 ans, ça peut être vraiment... ça peut faire perdre pied un petit peu, mais en bout de ligne, on en a ri, puis ça a été quelque chose qui lui a permis de se dire, elle est remontée sur le blog, elle a fait sa course, puis elle a fait un best. Mais parce qu'on avait mis les choses en place pour que ce ne soit pas des choses qui viennent impacter sa performance. Fait que je vais aller un petit peu plus loin, puis je vais parler que pour pas que ça l'impacte, pendant 3 ans, 2 ans avant ça, on a focusé sur tout ce qui sont les facteurs internes et non externes. Tout ce qui sont les facteurs internes, c'est tu contrôles que tu vas te lever à telle heure, boire ton eau, etc. Comment tu t'entraînes sur une base régulière, donner ton 100%, amener une culture où justement les jeunes font confiance à leurs propres décisions et à leur propre processus d'entraînement, versus focuser sur qu'est-ce qui va se passer cette journée-là. Est-ce que je vais avoir de l'école s'il y a une tempête de neige? Est-ce qu'il y a la COVID ou peu importe? Ça, c'est des facteurs externes que malheureusement, on tend en tant qu'entraîneur se comparer un peu trop, c'est de l'externe. Les nageurs, c'est pareil. Fait que c'est vraiment important de mettre l'emphase sur les objectifs internes et intrinsèques. Fait que pour en revenir à cette compétition-là, de fil en aiguille, on est passé, grâce à ces expériences où on partait en compétition, même à Sylvie Bernier à Québec, à une invitation d'NSH, on avait rempli un bus, on a envoyé 60 nageurs, ou après ça à Markham, etc. En bout de ligne, on a réussi de passer de 83e en Ontario à 4e la dernière année. On a battu, par exemple, Toronto Swim Club qui avait Penny Olekchak puis Kylie Mas qui nageait à la compétition. Parce qu'on avait cette ambition d'y arriver en équipe et on avait cette ambition que chacun ait son rôle à jouer parce que pendant les années précédentes, on avait un plan qui arrivait là. Nos nageurs seront capables de racer contre les meilleurs quand ça va être le temps. Puis ça a été un long processus, il a fallu être patient, il a fallu retourner à notre planche à dessin, mais ça a vraiment payé en bout de ligne. On a une approche différente entre les garçons et les filles, je ne vous apprendrai rien là-dessus, fait que c'est important de savoir. Je veux pas mégenrer ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas que le sarcasme marche encore très bien avec des athlètes féminines en 2022. Je pense pas que... Je pense qu'il faut vraiment juger son monde puis apprendre à vraiment connaître les nageurs avec qui on travaille pour justement aller travailler avec la personne derrière l'athlète et pas juste l'athlète qui est là le jour J ou que vous ne connaissez pas assez. Et je pense qu'il faut se réinventer continuellement. Je pense qu'il n'y a pas la solution parfaite. Je pense qu'une solution qui va avoir marché avec votre meilleur nageur l'année X ne remarchera peut-être pas l'année d'après avec d'autres nageurs, puis savoir se réinventer et continuellement se remettre en question, ça va vous faire avancer beaucoup dans votre ambition de créer un programme performant. On est des roseaux, on plie mais on ne brise pas. Vous voyez, merci Vlad de m'avoir partagé cette photo. Vous voyez le design qui a été fait à l'époque, c'était de même que les gens avaient prévu que les gens marchent. Puis finalement, une fois que les usagers ont trouvé que c'était plus rapide d'aller de même, les gens ont fait leur propre chemin. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est qu'à droite, vous pouvez regarder votre planification annuelle, puis à gauche, ça va vous parler plus de votre jour le jour quand vous faites nécessairement un petit changement. Votre 4x200 kick devient un 4x100 parce que vous n'avez plus le temps à la fin de votre entraînement ou X ou Y raison. Je pense que c'est important d'être flexible et savoir toujours s'adapter puis accepter qu'au jour le jour, votre planification va sûrement s'adapter puis savoir s'adapter sur le fly. Quand on parle de se démarquer aussi, je pense que la force de votre programme, son historique, ça va vous amener à bâtir sur des valeurs importantes qui sont propres à votre milieu. Puis, je ne vous conseillerais pas de faire ce que Swim Ottawa a fait, c'est que si vous arrivez vraiment à juger votre milieu et à comprendre quelles sont les forces des politiciens en place, quelles sont les forces de votre CA, quelles sont les forces des budgets dans la région, etc., et même de votre temps de piscine, tout optimiser, si vous n'avez pas assez de temps de piscine, peut-être aller chercher le dimanche. Il y a toujours la piscine est vide le dimanche matin, peut-être commencer par là, ou peu importe le temps que vous trouverez, et bâtir une philosophie autour de ça. Il y a votre réalité du milieu, fait que c'est ce que je viens de parler, tirer le meilleur, puis peu importe la piscine, je pense que M. Claude Saint-Jean, qui est au fond de la salle, peut témoigner que Montmagny n'avait pas la meilleure piscine du Québec, juste 4 corridors, puis je peux témoigner moi aussi que le talent est quand même sorti de cette piscine-là assez souvent. Fait que c'est pas la piscine qui va nécessairement faire la qualité.
J'avais un entraîneur de water polo à l'époque en France qui disait toujours, il n'y a pas de mauvais ballons, il n'y a que des mauvais joueurs. Puis ça m'a toujours trotté dans la tête. Et je pense que c'est une bonne manière d'approcher les choses que vous ne contrôlez pas puis qui sont externes à votre coaching et les accepter puis aller de l'avant avec ça puis bâtir autour de ça. Quand j'étais à Swim-Ottawa, on avait aussi l'ambition de bâtir des relais compétitifs. Les relais sont le fun, les relais sont un joint dans votre programme pour s'assurer qu'entre les fondations, vous pouvez aller lever vos nageurs à tous penser à peut-être que s'ils font le relais, bien, peut-être que tu vas faire une médaille, peut-être que tu vas te forcer en entraînement pour prouver que tu as ta place sur le relais. Si tu fais un relais en début de compétition, un championnat national, provincial, si ça va bien, bien, ça va mettre toute l'équipe en confiance pour le reste de la semaine. Puis c'est des choses faciles à bâtir, puis je pense que on avait un bon programme sur 4 ans avec nos nageuses à Swim-Ottawa. On les a commencés à 11-12. On avait 6-8 filles qui pouvaient tous rentrer dans les relais. Puis les 11-12 ans étaient toutes en bas de 30 aux 50 livres dans le relais avec des filles à 28 parce qu'on l'a bâti. Puis après ça, ben, c'était des nageuses qui ont réussi à monter jusqu'à 3,58 en 50 aux 4 fois 100 mètres libres. Pour du groupe d'âge, c'était quand même très, très le fun. Puis on a été vraiment contents de ça sur le long terme. Je vais venir pour l'idée structurelle de ce qu'on avait mis en place à l'époque. Ça peut vous donner une idée de où on est parti en 2016 et où on a voulu se rendre en 2020 et puis 2024. Ça, c'est à leur entière discrétion maintenant, mais ça va être intéressant de regarder ça. Je vous conseille aussi d'élaborer le budget qui reflète l'ambition. Fait que si vous avez l'ambition d'aller dans des nouvelles compétitions pour ouvrir l'esprit à vos nageurs de peut-être être compétitifs sur des compétitions nationales, etc., bien, peut-être qu'il faut que ça paraisse dans le budget. Puis l'an dernier, j'ai vraiment été chanceux à Montmagny d'avoir un CA auquel j'ai pu vendre l'idée d'envoyer 7 nageurs à Melzajac. Pour un CA d'un petit club à Montmagny, bien, je l'ai fait. Parce que j'ai pu leur expliquer en prenant le temps puis avec transparence que leurs nageurs qui vont pouvoir aller là-bas vont ramener une expérience assez unique puis qui va leur permettre à eux de compétitionner contre du monde contre qui ils n'auraient jamais nécessairement la chance de compétitionner. Fait que c'est aussi quelque chose qui va faire partie de leur bagage après ça, puis on ne construit pas juste des athlètes, on construit des médecins de demain, des professionnels, des enseignants. Puis s'ils ont ce background-là, de venir d'un petit milieu, dans une région où ils n'ont pas nécessairement la vocation à aller à Vancouver parce qu'ils n'ont pas les moyens ou peu importe, ou ils n'ont pas cette ambition-là, bien, si grâce à la natation, on peut leur faire visiter des endroits auxquels ils n'auraient jamais pensé, on a réussi aussi, puis ça rend les nageurs heureux, puis en bout de ligne, ils te le rendent grâce à leur performance qu'ils vont pouvoir donner à la suite de ça. J'espère que ce n'est pas mon char qui sonne dehors. Permettre aux talents d'émerger. Fait que ce qui a été le fun, c'est que si, en tant qu'entraîneur et votre staff, sur le bord d'une piscine en compétition, c'est une loupe. C'est-à-dire que si vous arrivez à montrer que votre staff est toujours impliqué, donne des feedbacks à chaque nageur, que vous avez des valeurs qui ont l'air vraiment positives, les parents, ça se parle. Puis votre culture de club, elle part aussi de là. Montrer que vous avez un staff qui est enjoué, qui est capable de donner des feedbacks, qui est vraiment en renforcement positif, puis vous montrez de l'ambition, puis de l'excitation face aux performances de vos nageurs. Ça se peut que tu amènes un environnement qui va faire que le monde va se questionner, puis peut-être qu'un jour, ben, tu vas avoir des nageurs qui vont vouloir se joindre. Et ça n'a pas de prix parce que ben, si tu veux faire grossir ton programme, je ne parle pas de recrutement, je parle de... Par vos valeurs, ça peut aussi être par le club école quand tu es en entraînement, ben, quand il y a les cours de la ville à côté, si vos entraîneurs sont actifs, proactifs, enjoués, ben, peut-être que notre futur nageur de l'équipe nationale est peut-être à Charlesbourg en train de prendre un cours de natation en ce moment, puis parce qu'il voit Guillaume et Caroline, ben, un jour, ben, il va peut-être se dire, moi, je veux commencer la natation, puis les parents vont dire, ouais, ça a l'air vraiment le fun à cet endroit-là. Puis ça, là, c'est comme ça que vous pouvez aussi bâtir de quoi de performant sur le long terme et avoir peut-être des nageurs qui se joignent à votre programme. Avoir des attentes claires et précises pour chaque groupe, c'est important de les partager avec les parents. Puis si vos parents n'ont aucun questionnement grâce à toutes vos communications, derrière, vous allez avoir la paix d'esprit, vous allez pouvoir travailler sur votre bord de piscine sans avoir nécessairement à vous battre avec les parents constamment. OK. Fait que ça, c'est un exemple de structure, dans le fond, que j'ai pu mettre en place avec mon staff à Swim-Ottawa. Comme vous pouvez le... OK, je peux changer les slides avec ça. Ouais.
Comme vous pouvez le voir, c'était en 2019. En 2020, vous savez ce qui est arrivé, je ne reviendrai pas là-dessus. On avait, dans le fond, quand je suis arrivé, il y avait juste 4 groupes compétitifs, puis on était un entraîneur temps plein, puis 2 entraîneurs temps partiel. À la fin, on était 5 entraîneurs temps plein. Puis, dans le fond, c'était environ 20 nageurs par groupe. Puis, il y avait 2 groupes, 1, 2, 2, etc. Puis, ça reflétait vraiment la réalité du club. On avait aussi des nageurs de 15 ans et plus qui voulaient continuer dans le programme, mais qui n'avaient pas nécessairement l'ambition d'aller aux nationaux ou quoi que ce soit, mais ils avaient quand même un entraîneur à eux très motivé et ils avaient la place de nager au moins 5 fois semaine. Vous aviez vos juniors qui étaient vraiment les champions de demain, puis nous, on avait des attentes qui étaient claires, qui permettaient aux parents de comprendre quelles étaient les attentes pour chaque groupe, avec le nombre d'heures d'entraînement. Là, vous voyez le développement long terme, les juniors, c'était vraiment dans le fondamental et apprendre à s'entraîner, etc., jusqu'au senior performance, tout en haut. Fait que je ne sais pas si vous voulez que je laisse la slide un petit peu, là, mais c'était pas mal l'idée qu'on a eue. Puis ça a vraiment porté ses fruits. On a eu 5 performances on track en 1 an, 2 nageuses sur l'équipe nationale junior, puis une nageuse sur l'équipe des Jeux panaméricains en 2019. Fait que c'est ça pour ça. Assurer un environnement positif, inclusif et sécuritaire, je pense que c'est votre rôle à tous. En 2022, si on veut garder les nageurs dans la piscine, il faut être inclusif. Puis quand je parle d'inclusivité, c'est pas nécessairement être inclusif envers Tommy qui a 14 ans puis qui fait une 20 au 100 litres puis complètement mettre à côté tout le reste. C'est que si tu es un nageur qui a de l'ambition puis qui vise l'excellence, ben, tu vas recevoir le service de qualité que tu mérites. Mais si tu n'es pas nécessairement motivé à aller aussi loin, tu vas quand même avoir un service de qualité pour le 4 fois, 5 fois semaine que tu vas recevoir parce que tu as beaucoup d'écoles sur le side ou peu importe. Permettre aux entraîneurs d'exceller dans leur zone de génie. Je ne pense pas qu'on recrute du monde pour leur dire quoi faire. Je pense qu'on doit recruter du monde pour qu'ils mettent en place les choses qu'ils aiment et les choses qui sont propres à eux puis qui font pourquoi que tu vas les chercher. On a tous une zone de génie, savoir l'exploiter puis vivre avec ça puis pousser dans cette zone-là. Parce que je ne pense pas qu'on fasse un métier, je pense qu'on travaille tous ici par vocation et par passion. Fait que c'est important d'aller travailler dans les zones qu'on aime. Être transparent, je l'ai répété plusieurs fois, puis viser l'intérêt commun. Je ne pense pas qu'on vise notre petit résultat à nous-mêmes. Je pense qu'on vise l'intérêt et les résultats globaux dans notre culture, dans notre club, s'assurer que tout le monde est reconnu puis soutenu. Objectif d'équipe et individuel, c'est important d'en avoir. Peut-être vous asseoir avec votre staff et vos nageurs après ça. Communiquer à ce sujet-là. Leur rappeler à chaque jour en entraînement. Crier le nom de votre club souvent pendant les sets quand c'est difficile. C'est des petits détails qui font la part du succès. Puis le succès arrive sous plusieurs formes. Je pense que c'est surtout l'importance d'avoir l'ambition d'accomplir de grandes choses qui va faire la différence et en équipe, comme on l'a vu avec la vidéo du début dans le pit stop. Reconnaître et soutenir l'excellence, peut-être par un budget dédié aux fonds propres pour les athlètes, selon la réalité de votre milieu. Et une chose importante que j'aime faire 1 fois par mois au moins, quand vous amenez des nouveaux éducatifs ou des nouvelles idées dans votre coaching, quand vous arrivez à pouvoir faire que les nageurs 1 fois par mois peut-être peuvent entraîner eux-mêmes, vous les divisez en petits groupes de 5, 4, peu importe, pendant un entraînement, peut-être un entraînement de transition, de récupération. Vous leur demandez de se filmer entre eux puis de se donner des feedbacks entre eux. Puis vous ne mettez pas nécessairement les 5 meilleurs, les 5 d'après, etc., mais peut-être les mixer pour que tout le monde dans votre groupe ou votre sport-études ou peu importe puisse se parler sur une base plus régulière puis qu'ils apprennent à tous se connaître. Parce que ça, arriver les journées de compétition, ils vont pouvoir tous aller s'encourager sans distinction de niveau, mais plus parce qu'ils ont appris à se connaître pendant l'entraînement. Et ça permet à vos nageurs aussi de devoir, j'aime pas ce terme-là, mais régurgiter ce qu'ils ont pu apprendre de vos mots et le mettre dans leurs mots à eux après ça, quand ils vont pouvoir l'observer après l'avoir fait eux-mêmes. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup à ce niveau-là. On entraîne, je pense, le range. Je pense que c'est important de focusser sur le 400 mètres libre dans un programme groupe d'âge, mais avec assez de vitesse critique pour aller performer sur du 100 mètres et assez de seuil pour aller performer sur du 1500 aussi. Mais c'est vraiment important de pouvoir travailler sur
sur ce range vraiment large pour vous permettre à vos athlètes de pouvoir choisir plus tard quelles sont leurs zones de prédilection et pas non plus choisir trop tôt ce qu'ils vont pouvoir faire. On entraîne les 4 styles avec la volonté d'être performant. C'était ça mon idée à Swim Ottawa. Versus le IM, je pense que c'était important de viser à être performant dans tous les 200 mètres de style et travailler dans le fond en entraînement plus sur du IM mais broken. Parce que neuromusculairement, vos nageurs vont toujours être plus frais si vous travaillez un style à la fois et peut-être faire une transition de 2 styles. Fait qu'exemple, que tu fais un 16 fois 25 fly, 3 fois, peu importe. Derrière, tu enchaînes peut-être avec des 50 fly dos, puis derrière, tu fais ton set de dos, des 50 ou peu importe. Je pense que sur le long terme, ça fait que quand tu arrives à la brasse, quand tu entraînes du IM, souvent, ça retombe à plat quand tu fais des sets d'IM-IM, versus que si tu arrives à le faire en broken, tu vas réussir à aller garder une certaine qualité puis une certaine coordination rendue au moment de faire de la brasse parce que neuromusculairement, ils vont être un petit peu plus frais. La compétition, 55-35, c'est-à-dire 55% de compétition un petit peu en dessous de leur niveau confortable, mettons, 30% de compétition qui vont les challenger, puis 15% de compétition qui vont aller les forcer à apprendre quelque chose de nouveau. Fait que ça peut être 55% d'invitations provinciales, 30% de championnats provinciaux, 15% de championnats nationaux comme les Eastern, par exemple. Ou si vous êtes plus loin, 55% de championnats provinciaux, 30% de championnats nationaux, 15% de peu importe. Je pense que c'est un bon ratio, puis ça leur permet de pouvoir continuer à se développer avec toujours un challenge qui s'en vient. Puis nager au moins le programme peut-être une fois selon l'âge et ce que vous avez ciblé, nager la plupart du programme puis des styles de nage au moins une fois par année en 25 et en 50. L'an dernier, je ne blâmerai personne, mais on a juste fait des championnats en 50, fait que c'est certain. C'était pas facile d'aller chercher le programme au complet. On a nagé beaucoup les mêmes épreuves tout au long de l'année en 50, ce qui fait que peut-être, rendu là, maintenant, on est peut-être dû pour faire tout le programme en 25 et pas juste repartir sur les mêmes épreuves que ce qu'on a fait l'été dernier puis toute la saison de 50. Le battement de jambes est vraiment important. Selon moi, je pense que c'est vraiment la base. Puis la première année à Swim Ottawa, ce qu'on a pu mettre en place, c'était le jeudi, pour moi, c'était jeudi kick. On faisait 90% de kick dans la pratique. Fait qu'au moins 3500 de kick, 4000 de kick crawl pendant cette pratique-là. L'année 2, on en a fait 80% les jeudis. L'année 3, 70. L'année 4, 60% de kick dans cette pratique-là. Mais par contre, la progression des nageurs au kick puis dans les épreuves de 200-400 a vraiment été impressionnant à la suite de ça. Fait que pas vraiment tourner la tête au début, ça va être chaotique. Vous allez avoir ceux qui se plaignent constamment qu'ils n'aiment pas faire du kick. Ils vont être vocaux, vous allez le savoir, vous allez l'entendre. Mais peut-être qu'après 1 mois, 2 mois, qu'ils vont comprendre puis être challengés à continuer dans ce sens-là, vous allez réussir à aller chercher vraiment un gain. Et la compétition en entraînement, s'assurer que vos meilleurs nageurs ne sont pas nécessairement tout le temps dans le meilleur couloir les uns à la suite des autres, mais peut-être diviser vos corridors avec une première vague de meilleurs, une deuxième vague, etc., de gens qui ont le goût de se challenger. Puis des fois, ceux qui se cachent toujours derrière, on dit « OK, prochain set, premier 4x50, ceux qui étaient avant-dernier puis dernier, vous passez premier. » Là, ils vont être obligés de forcer. Puis des petits trucs de même peuvent vous aider vraiment à aller chercher tous vos nageurs et les challenger tous, dans le fond. Puis aussi, pour les 14 ans et moins, ce que j'aimais beaucoup faire, fait que le jeudi, on faisait du kick. Le vendredi, dans les 2 premières années, on faisait une compétition. Les championnats du monde d'Ottawa, peu importe, puis vous mettez des épreuves différentes au programme. Mais ça a ouvert leur esprit, en plus des compétitions challengeantes qu'on a discuté plus tôt, d'aller chercher, dans le fond, c'était chaotique sur le deck parce que ça criait dans tous les sens, mais tu travailles sur ton esprit d'équipe qui est, je pense, en bas de 14 ans, vraiment important. Tu travailles sur apprendre à compétitionner dans un univers qui est sécuritaire parce que c'est ton entraînement, c'est ton lieu d'entraînement. Mais ça va aussi ouvrir une petite vocation à pousser un petit peu plus souvent, un peu plus fort, etc. Puis en bout de ligne, quand tu arrives en compétition, il n'y a plus cette crainte-là nécessairement. La compétition est le fun. Puis j'avais vu ça de Mark Tewksbury dans son livre Vision d'excellence. Il disait que lui, avant les Jeux olympiques, pendant 1 an, il savait qu'il nageait le 100 dos aux Olympiques le jeudi, je pense si je ne me trompe pas. Toute l'année avant ça, la pratique le fun qu'il avait à chaque semaine, c'était le jeudi matin, il fallait qu'il ait une pratique le fun, parce que si son cerveau l'assimilait, le jour des Olympiques,
il allait avoir du fun, puis il allait être dans un bon mood. Puis le cerveau se rappelle de ces choses-là. Ça paraît tout bête, là, mais nous, le vendredi, c'est souvent le premier jour de la compé ou le deuxième, fait qu'il faut que ce soit, la vibe soit là, fait que c'est pour ça que j'avais choisi le vendredi matin dans ma planification. Pour les communications, j'en ai parlé plus tôt. Je vous ai donné 2 exemples dans le fond de communication, une pour les parents puis une pour les athlètes à droite. Je vais vous laisser regarder une seconde. En fait, je ne sais pas si vous pouvez lire. Hein? Ah, bon. Dans le fond, c'est ça. Si vous arrivez à envoyer, ça c'était ce que je faisais une fois par semaine, les parents recevaient tous la même information à chaque semaine avec les dates importantes. Et là, tu te sauves une coupe d'emails à chaque semaine, de courriels, si tu vas de l'avant le lundi ou le mardi, t'envoies la note de l'entraîneur, les formulaires qu'il faut remplir en début d'année, les formulaires de consentement après lesquels vous courez tous en ce moment, là. Non? Ou c'est nous qui ne courons pas après tes formulaires? Mais en tout cas, si vous arrivez à le rappeler, mettre le lien, puis aussi mettre les dates importantes, les compétitions à venir, les deadlines, vos parents ils vont vraiment arrêter de vous harceler d'une certaine manière avec des questions redondantes. Puis ça permet que vos parents, ils sentent que vous communiquez, puis ils sentent que vous êtes transparent sur votre approche. Après ça, à droite, dans le fond, c'est ce qu'on faisait avec mon groupe, rendu plus en 2018 et 2019 et 2020. On s'asseyait le premier jour après les compétitions, toute la gang, quand c'était des compétitions, tout le monde. Puis on allait avec un débrief de la compétition. On a joué un petit peu moins ce jour-là, je faisais le sacrifice, mais par contre, on prenait le temps de parler puis de reconnaître les succès, reconnaître ce qui était amélioré, puis rappeler qu'est-ce qu'on travaille pour les prochaines semaines et aller de l'avant avec ça. Fait que ça a vraiment eu du bon parce que ça permettait à chaque nageur, vous pouvez rajouter les étoiles de la rencontre peut-être si vous voulez, vous pouvez, mais ça permet qu'ils sentent que vous communiquez avec eux et ils sentent qu'il y a comme une connexion qui se crée puis il y a une reconnaissance de leur travail en compétition qui se fait. Fait que c'est des choses que j'ai beaucoup aimées. On va parler par la suite du suivi de la performance. J'ai juste 2 petites affaires vraiment rapides. Dans le fond, ce que je me suis mis, j'ai commencé à faire sur une base plus régulière à chaque année, c'est je prends les classements de nos nageurs, dans le fond, dans le top 50 canadien de leur âge, à la fin de la saison en 25 et à la fin de la saison en bassin de 50 mètres. Ce n'est pas pour regarder nécessairement les chiffres, mais c'est pour regarder l'amélioration sur plusieurs années. Puis si vous commencez à comparer vos années puis voir combien vous avez de performances dans le top, peu importe, le top que vous choisissez, ça peut être le top québécois, ça peut être peu importe, vous allez voir si votre programme il va de l'avant puis par quel groupe d'âge vous avez des forces en présence puis qui continuent de se développer. Puis ça, là, sur le long terme, ça permet de vraiment cibler, quand tu te mets ça dans les yeux, qu'est-ce qui peut être mieux fait, où c'est qu'on a des faiblesses et comment améliorer nos faiblesses. Après ça, j'ai juste mis... Je trouvais ça... mettre des sets, je trouvais ça assez difficile parce que je trouve qu'un set, dans le fond, c'est comme prendre un pixel d'une image et pas regarder l'image dans son entièreté. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'est-ce qu'on a... C'est un set tiré de son contexte, hors de son contexte, puis ça n'explique pas nécessairement qu'est-ce que vous avez fait avant ça pendant des années pour vous rendre à ce set-là. Fait que refaire ce set-là dans un programme, ça n'a peut-être pas nécessairement de la qualité que tu vas aller chercher quand toi, ton nageur, à ce moment-là, il en a besoin, puis tu sais, c'est ça qu'il a besoin parce que l'année d'avant, tu as fait ton 90% de kick, ou peu importe, pendant ta pratique. Mais il y a un set que je pense que j'adore faire, puis c'est vraiment mon... bread and butter, là, c'est vraiment un set au crawl assez basique, plusieurs tours, vous en faites le nombre de tours que vous voulez, c'est sur une base d'1 minute du 50, 6 fois 25 sur 30, enchaîné avec 3 fois 50, 2 fois 75, 1 fois 100, 3-4 tours, peu importe. Premier tour, tu choisis, exemple, plus 15 de ton objectif au 100 mètres. Deuxième tour, plus 13, troisième tour, plus 11, ça peut être d'autres chiffres, puis tu leur donnes un tableau, puis tu leur mets dans la face. Le pace reste le même. Je vais prendre un exemple. Tu es Tommy, tu veux faire une 10 au 100 libre cette année dans la saison de 25. Quand tu le divises, là, ça te prend juste 21,2 secondes au 25. Par contre, quand tu arrives dans ton 50, c'est 42,5. 1 minute 3, 75, puis 1 minute 25 au 100 mètres, à plus 15 secondes de ce temps-là. Mais quand tu arrives à ton 1,25, ton petit Tommy, là, c'est pas 21,2 à toucher le mur à la main. Il faut qu'il ajoute les virages. Fait que juste avec ça, ça leur apprend à bien pacer, puis ça leur apprend à vraiment
développer sur plusieurs distances une certaine base aérobique, puis aussi apprendre à pacer leurs affaires, puis à toujours comprendre que les petits détails vont s'ajouter les uns aux autres, ça s'empile. Si tu fais un mauvais virage, puis que tu es trop loin de ton mur, puis tu respires dans ta première traction, ton 21.2, peut-être qu'il va falloir que tu reviennes 19 au deuxième si tu pars 21.2 quand tu es rendu à ton 50. Peu importe, puis ça, c'est un set que j'aime faire à plusieurs sauces. Ça peut être en taper pour d'autres nageurs aussi. J'ai déjà Raphaël Dandois-Sanson qui faisait ça en taper, 1 ou 2 tours, peu importe, juste pour se mettre dedans, pas trop long. On en a fait une variation la semaine dernière avec Vlad. On a fait 4 fois 6 fois 25 plus 3 fois 50. Et après ça, après avoir fait ce bloc-là, on est passé à 2 fois 75, 1 fois 100. Puis c'est vraiment bon en début de saison. J'ai vraiment apprécié ce set-là, puis je voulais le partager avec vous. Après ça, les autres, je pourrais en parler à ceux qui voudront discuter après. Juste pour ceux qui voudraient, j'ai une petite planification ici prête pour vous. Je sais que malheureusement, je n'ai pas une paire de lunettes de vue pour tout le monde. Je ne suis pas arrivé assez préparé, je m'excuse. Mais ça, c'était l'année 2019-2020 pour mon groupe, mon groupe de Swim Ottawa. Puis après ça, vous voyez qu'après avril, ça a comme stoppé net. Fait que j'ai pas mis la suite de la saison parce que vous vous doutez de ce qui est arrivé. Mais vraiment, si tu arrives à le mettre sur papier puis à vraiment visualiser par rapport à tes microcycles, ta macro puis tout, tu vas vraiment aller d'une semaine à l'autre. Si tu sais toujours ce que tu fais, tu peux l'adapter. Mais c'était une petite idée pour vous aujourd'hui. Puis ça, c'est vraiment la chose que je voulais vous partager avant de terminer puis de laisser ma place à Charles. Ça, je l'ai pris de Ben Titley, en fait, quand j'étais allé au centre pour des camps de l'équipe provinciale ou peu importe. Ça traînait sur des tables, puis ça m'a comme attiré le regard, puis je me suis dit, je suis obligé de regarder ça, puis je vais l'amener dans mon programme. Fait que mon calendrier annuel, dans le fond, je le divisais par semaine dans un tableau Excel après ça. En rouge, tu avais les journées de compétition. En jaune pâle, puis jaune un peu plus foncé, les camps d'entraînement. En bleu, les jours de voyage quand on partait à quelque part. En gris, les jours off, puis en jaune or, c'était les camps de l'équipe provinciale, les camps de l'équipe nationale, peu importe. Puis, si tu arrives à le diviser de même, je trouvais ça vraiment visuel pour moi qui ai besoin d'une plateforme visuelle. Fait que si vous voulez l'appliquer, c'est vraiment facile. Après ça, tu te mets toutes tes dates importantes. Puis, ce qui était impressionnant de Ben Titley, c'est qu'il y avait une feuille pour chaque nageur. On n'est pas rendu là dans nos programmes, mais il y avait vraiment... Tous les nageurs, ils avaient leur schedule différente, puis ils revenaient de la ISL. Il y en avait qui allaient à tel manche de la ISL, il y en a qui allaient là, là, là. Fait que je m'imagine le casse-tête que ça a pu être à ce moment-là. Fait que c'est ça pour moi. Je vous remercie. Puis j'espère que je n'ai pas été trop long, trop redondant, mais je pense que le plus important en finissant, c'est vraiment de garder à l'esprit que vous êtes tous importants pour vos programmes, puis que le succès est contagieux, puis que votre succès va amener le succès de votre adjoint, le succès d'un de vos nageurs va amener le succès d'un autre nageur, le succès d'un de vos groupes va amener le succès d'un autre groupe, puis le succès d'un club peut amener le succès d'un autre club à côté, puis le succès de nos clubs va amener le succès de la province. Puis je sais qu'on peut aller de l'avant tous ensemble, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment à cœur qu'on bâtisse de quoi tous ensemble, parce qu'on est rendu là, je pense, puis qu'on est plus fort tous ensemble, puis comme je l'ai dit, le travail d'équipe fait vivre le rêve, fait que merci. Puis si vous avez des questions, je suis là pour vous. Sinon, merci. Merci beaucoup, Jay. Moi, j'avais quelques questions, et le problème, c'est que si je les pose, après ça, peut-être ça va nous priver d'une petite chanson de Christelle. Donc peut-être, je les poserai peut-être à la fin, si on a un petit peu de temps. Si vous voulez faire une petite pause, mettons, boire un petit peu, le temps que Charlot commence à s'installer. Et puis peut-être qu'à la fin, on entamera une discussion dans laquelle, mettons, des questions pourront s'adresser à la fois à Jay, à Charlot, puis un petit peu à la communauté, parce que j'ai pris quelques notes pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci encore, Jay. Bonjour, donc il paraît que c'est à moi de parler. Ça va vraiment être désagréable de s'entendre. Donc, mon nom est Charlot Olivier. Je suis kinésiologue de formation. Entraîneur, je fais mon niveau 4 en ce moment. J'ai commencé une maîtrise en biomécanique avant de me rendre compte que le coaching, ça ne durait pas réellement 40 heures dans ma semaine.
Donc, c'est pour ça que le titre, malheureusement, j'en ai pas hérité. Il y a plusieurs choses qui vont passer durant la présentation. Je me suis limité à 10 diapositives. Je me suis dit qu'on allait être bien comme ça. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, soit pendant la présentation, ça ne me dérange pas vraiment, ou sinon après, il n'y a pas de problème. Je veux juste qu'on sache, qu'on s'entende sur une chose. Ce qui est écrit là, c'est ce qui sort actuellement au niveau de la littérature. Par contre, est-ce que ça veut dire que c'est le discours que je vais avoir avec vous dans 10 ans? Peut-être pas. En fait, j'espère que non. Sinon, ben, les références de tout ce que vous allez voir sont en bas de page, donc gênez-vous pas pour les prendre ou pour me les demander à la fin de la présentation aussi. C'est bon? Super! Ah oui, c'est vrai. La semaine dernière, j'ai eu un appel avec... en fait, je vais vous la laisser tout de suite, c'est déjà passé. La semaine dernière, j'ai eu un appel avec un entraîneur, puis il me disait hey, « j'ai vu que tu présentais. » J'ai dit « oui ». Il dit « là, commence pas à dire tes secrets à tout le monde, là. » Il dit « c'est quand même très mal me connaître. » Donc, voici en gros tout ce qu'on fait, si jamais vous avez des questions, là. C'est assez simple. Le processus, c'est à partir de 5 ans jusqu'à 22 ans. C'est une façon très grossière, c'est-à-dire, dès qu'il m'a dit ça, j'ai pris un petit 15 minutes, je vous ai fait un petit tableau Excel ici. J'ai mis une coupe de couleurs. Quand c'est en vert, c'est le moment où c'est recommandé de les travailler. C'est ce qu'on appelle des zones critiques. Les endroits où c'est en jaune, ce sont les zones sensibles. Donc, c'est le moment où les jeunes sont plus réceptifs aux différentes... oups, j'ai perdu. C'est le moment où les jeunes sont normalement plus réceptifs à développer les capacités physiques qui sont montrées ici. C'est tout. On ne fait rien de magique. On fait juste suivre exactement ce qu'on trouve dans les livres ou... C'est ça. Les petits points en haut aussi, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la spécialisation chez les hommes, chez les femmes. Les zones en jaune sont normalement le début des différents moments qu'on devrait travailler avec eux, c'est-à-dire soit commencer la pratique de notre sport, c'est vraiment pour la natation en passant ces parties-là. La partie de spécialisation, normalement, ça dit entre 11 et 13 ans pour les filles, si je ne me trompe pas, oui, et 13 et 15 ans pour les gars. Et normalement, la haute performance, ou comment on appelle ça? Les cadres de haute performance chez les jeunes, normalement, devraient commencer aux alentours de 18 ans pour les filles et environ 20 ans chez les hommes. Donc, tout est là. Si jamais vous les voulez, j'ai aucun problème. On vous donne absolument tout. Il n'y a aucun problème. C'est juste pour la partie endurance musculaire, il y a une petite partie vert flash là, ou vert coude mobile, j'aime ça appeler ça de même. La raison, c'est qu'il y a certaines sources qui semblent démontrer que jusqu'à 16 ans, on est en mesure d'augmenter la valeur de VO2 max chez un jeune. C'est là qu'on obtient une zone normalement qui est optimale. Cependant, vous allez le voir, là, il y a le fond, ce qu'on appelle le fond dans les épreuves d'endurance qui se développe vraiment plus sur le tard, mais ça reste une zone quand même qui semble être assez critique pour certaines personnes ou pour certains types d'individus. Donc, le plan aujourd'hui, c'est vraiment simple. C'est la petite roue qui est ici. On va aller avec les identifications, donc les identifications des différents problèmes auxquels on a pu faire face, les hypothèses qui sont venues derrière ça, les différents principes qui ont été appliqués avant de mettre en place la structure à laquelle on a décidé qu'on a décidé d'aborder ou qu'on a décidé de suivre. Et finalement, l'évaluation. Je vais vous présenter les conclusions de l'évaluation. Dans le fond, je viens de terminer au bout de 3 ans avec le club de natation de Jonquière, cette roue-là en entier. Et là, je re-rentre à nouveau dans un processus d'identification de problématiques ou de recherche de solutions pour essayer de faire avancer le club. Donc, on va y revenir, ça vous en faites pas. Encore une fois, je vous l'avais dit, tout est en référence en bas de page. J'ai une formation de biomécanicien à la base, donc c'est un modèle qui a été modifié pour vraiment, normalement, de l'analyse de mouvement, adapté ici pour nous autres. Donc, les différentes identifications hypothèses, dans le fond, quand je suis arrivé au club de natation à Jonquière, je pense qu'on avait exactement les mêmes problématiques que beaucoup de monde. Rien de nouveau, là. Par contre, c'était vraiment une réalité dans la région. Vous allez voir certaines choses, puis je pense que certains vont sûrement peut-être se reconnaître aussi. Après le secondaire, on avait 8 nageurs sur 10 qui arrêtaient de nager, tout simplement. Gars, filles, mélangés, peu importe, 8 sur 10 qui arrêtaient. Après ça, après le secondaire, on avait 50% des filles. Bon, j'ai un club majoritairement de filles. J'ai 4 gars sur 30 nageurs, 32 nageurs. 50% des filles arrêtaient juste complètement le sport, que ce soit musculation, natation, whatever, ce qu'ils trouvaient, complètement arrêté.
Les hypothèses derrière ça, c'était assez simple. C'était soit de se tanner, c'est l'hypothèse qui arrivait le plus souvent. Après ça, il y a les changements morphologiques, la manque de performance qui était aussi une possibilité. Une structure après le secondaire qui les empêchait de poursuivre dans la direction à laquelle eux souhaitaient prendre. C'est ça. Donc, c'est les deux hypothèses, dans le fond, c'est à peu près les mêmes hypothèses qu'on avait pour les deux problématiques qu'on avait ici. Et finalement, la dernière problématique qu'on avait, un petit peu plus de réalité de région. Ceux qui avaient une possibilité de performer, ben, et là, on voit très, très mal, là, je me trouvais bien drôle, par contre, ça dit « Je me casse 11 mois à Noël ». Donc, tout le monde qui performait un petit peu dans la région ou dans le club, ben, ça partait dans des places où il y a des gros buildings, c'est-à-dire pas chez nous. Donc, l'hypothèse par rapport à ça, c'est simplement après, exactement la même chose que j'ai dit au début. On n'avait probablement pas la structure, on n'a simplement pas la structure ou les environnements ou les différentes structures ou complexes sportifs qui étaient assez attrayants, la masse de population, la masse de performants pour les convaincre de rester en région. Puis on les comprend, là, je veux dire, c'est des choses qui arrivent, mais c'est attrayant. Donc, voici les différentes hypothèses qu'on avait. Donc, pour essayer de remédier à ça, il a fallu essayer de changer un petit peu, la sorte de mentalité. La mentalité était vraiment simple. On veut essayer d'imiter les grands clubs des grands centres. C'était l'idée première lorsqu'on est arrivé. Puis on s'est dit, ben, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent. L'idée est venue donc, comme je l'ai dit tantôt, on est parti des hypothèses, on est allé regarder les différents principes physiologiques, biomécaniques et au niveau du développement chez le jeune, qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Donc, je suis donc allé voir des entraîneurs en athlétisme, en course à pied. Athlétisme, course à pied, bon, c'est la même chose à peu près. Je suis allé voir des skieurs alpins, des skieurs de fond. Je suis allé voir après ça des cyclistes, un petit peu tout le monde que j'ai trouvé, des boxeurs, etc., etc. Et finalement, on s'est rendu compte que la problématique était à peu près la même. Donc, on est emmené à ce modèle-ci. Je m'excuse si ça n'a vraiment pas de l'air simple, je me suis vraiment pratiqué par contre à le présenter. Et la meilleure façon de le présenter était... dans le fond, la répartition, c'est ici au niveau de l'âge de l'athlète, l'âge qui est écrit en bas, et le temps qu'il devrait passer à s'entraîner dans la partie spécifique de son sport ou dans une autre discipline, ou peu importe ce que vous décidez de faire avec lui. Donc, si, admettons, je prends comme exemple un jeune de 13 ans, 12 et 14 ans, on voit que les deux lignes se croisent. C'est donc qu'un jeune devrait pratiquer 50 de la discipline qu'il a décidé, 50 d'un autre sport ou d'une autre activité qu'il va avoir décidé. Là, je vois déjà des gros yeux, ça va bien. Si on regarde, plus ça avance normalement, lorsqu'on tombe à quelqu'un qui est donc à 28 ans, 24 ans, 26 ans, les chaînes ici semblent arriver vers la fin. Donc, on a 20 de la pratique qui devrait être sur une pratique plus générale et 80 qui devrait être vraiment sur une pratique spécifique au sport que le jeune décide de faire. Est-ce que c'est compris? Super. Donc, on est parti de ce modèle théorique-là. On a essayé de l'appliquer au mieux en se disant que peut-être ça va permettre aux gens ou donner envie aux jeunes, en fait, de poursuivre après, de ne pas se tanner. On est donc allé vraiment sur cette problématique-là qu'on avait. On a décidé de mettre l'emphase dessus. Les jeunes se tannaient, donc comment est-ce qu'on peut faire? On les fait un petit peu moins nager au début. De là est venue l'idée, en fait, de trouver les derniers petits points que je vous ai mis en bas, donc les différentes pratiques du sport, spécialisation et haute performance. On s'est rendu compte que les structures de haute performance et de spécialisation se ressemblaient énormément. D'un club à l'autre, d'un endroit à l'autre, puis c'est pas juste en natation, c'était dans les différents sports auxquels on est allé voir aussi. Ce qu'on a décidé donc de faire, c'est vraiment de séparer clairement par les différentes pratiques sportives ou par les différentes habiletés qu'on leur demandait de travailler, ces différents moments-là de préparation chez un athlète. Dans les années 60, les premières études sont sorties comme quoi un pic de force chez un jeune arrivait à partir de 23-24 ans. Même principe que quand on dit qu'un joueur de hockey, et je ne sais pas s'il y a des fans de hockey ici, là. Non, pas du tout? OK. Donc, au même titre qu'on dit qu'un joueur de hockey, merci Dominique d'avoir levé la main, au même titre qu'on dit qu'un joueur de hockey rendu à 23, 24, 25 ans est en son prime de forme NHL, ici, c'est le même principe. Les principes physiologiques, normalement, ce ne sont pas différents chez un athlète qui fait de la natation versus un joueur de hockey versus un boxeur ou peu importe.
Donc, en gardant en tête le principe que notre jeune devait performer aux alentours de 23 ans, et même chez certains coureurs de fond, en fait, que j'ai rencontrés, certains entraîneurs m'ont mentionné comme quoi leur athlète faisait des meilleures performances encore à l'âge de 45 ans. Le problème qu'on avait, nous, en fait, je pense que beaucoup de monde ici, les bassins, puis les heures d'entraînement. Personne n'a envie d'être là 24 heures sur 24. Notre gars qui a 25 ans, qui est rendu à travailler comme infirmier à l'hôpital, qui travaille de nuit, on ne va pas arriver et dire « Écoute, viens t'entraîner à 3 heures le matin avec nous autres, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. » Donc, bien sûr, ça a été des gymnastiques de structure à essayer de faire ou à essayer de composer avec. Par contre, on en est venu quand même. Aujourd'hui, par contre, je vous parle vraiment de préparation physique un petit peu plus. Donc, si vous avez des questions par rapport à toutes les gymnastiques qu'on a pu avoir, ça va me faire plaisir de vous en dire. J'en ai déjà spoilé quelque chose à certains, comme quoi, des fois, mettre des sauveteurs en place et que le coach n'avait pas toujours besoin d'être 100% présent. Ça a déjà suscité quelques intérêts ou quelques questionnements. Mais bon, le Bruno, il rit là-bas. C'est plus de congés pour toi, Bruno. Donc, c'est ça. Donc, en se gardant en tête que le jeune allait performer de façon optimale à 23, 24, 25, 26, 28 ans. Brent Eden, médaille de bronze, il me semble, à 28 ans, le dernier à avoir gagné une médaille individuelle aux Jeux. Ça change drastiquement la façon de voir les interactions et la planification avec un jeune. En n'ayant pas la pression, l'idée de pression que notre jeune on va le perdre peut-être dans 1, 2 ou 3 ou 4 ans, ou qu'il doit être performé avant le secondaire 5. Ça change énormément la façon d'interagir avec lui, de monter les structures de programme d'entraînement, de prendre le temps vraiment de développer les habiletés qu'un jeune, normalement, devrait travailler. C'est vrai, j'ai ça maintenant. Donc, normalement, les habiletés de base qu'on voit, c'est attraper, sauter, lancer, courir. Je pense que tout le monde a entendu ça quelque part à un moment donné. Oui, c'est bon. Ceux qui bougent la tête, vous êtes encore réveillés. C'est bon, j'ai la moitié de la salle. Il existe d'autres modèles après ça, par contre, qui sont plus pour le développement athlétique. Il y a le développement des habiletés motrices de base qui sont normalement pour les jeunes de 7 à 9 ans, qu'on peut travailler lorsqu'ils sont plus jeunes. Mais par contre, lorsqu'un athlète commence à se développer, qui rentre dans sa phase de spécialisation, il y a ce modèle-ci qui existe, qui est vraiment des habiletés athlétiques qui normalement seront transférables lorsque le jeune va rentrer dans la partie, pas spécialisation, pardon, fin de spécialisation ou dans les structures de haute performance. Donc, si c'est des choses vraiment simples, lorsque vous regardez ça, c'est juste que le jeune, parfois, ce n'est pas aussi bien assimilé qu'on pourrait le croire, ou on a tendance à vouloir améliorer ces composantes-là directement dans le bassin. Puis c'est des choses que vous allez voir, par exemple, je crois complètement à gauche, membre inférieur bilatéral, donc c'est-à-dire les deux jambes en même temps, la partie concentrique, excentrique. Concentrique, dans le fond, c'est le mouvement qui travaille pour créer le mouvement dans la direction qu'on souhaite. Et excentrique, c'est avoir le mouvement qui force pour résister le mouvement qu'on lui exerce dessus. C'est des choses qui sont applicables au virage, par exemple, ou au départ. Bien, au même principe que lorsqu'on souhaite améliorer un départ, pas seulement se concentrer sur la partie « je fais des départs en entraînement pour l'améliorer », il y a la partie où le jeune se développe à l'âge de 13, 15 ans jusqu'à 18, 20 ans. Toutes ces composantes-là ici sont importantes à pratiquer à l'extérieur de l'eau. C'est pour à l'extérieur de l'eau, c'est ça, avant de les appliquer de façon spécifique dans l'eau. C'est la raison pour laquelle ce modèle-là devenait intéressant pour nous et peut devenir peut-être une ligne directrice pour certains aussi, à se dire, je peux passer plus de temps à l'extérieur de l'eau, travailler exactement ces différentes habiletés motrices-là dans un environnement dans le jeune est né, c'est-à-dire à se déplacer sur les deux pieds. La natation aussi, c'est un sport qui demande à se déplacer de façon horizontale et non à la verticale, ce qui est contre-intuitif, et principalement avec le haut du corps et contrairement à ce qui est normalement intuitif, c'est-à-dire les jambes. Donc, lui apprendre ces différentes composantes-là dans un encadrement dans lequel il est habile, il a grandi avec, c'est-à-dire sur la terre ferme, et finalement, après ça, les appliquer dans l'eau. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est pousser horizontal, haut du corps. Fait que c'est pousser par en haut, pousser en avant. Tirer par en haut, tirer par en avant. Le core anti-rotation, j'avais pas vraiment de traduction pour ça, là, mais c'est simplement résister la rotation qui va être mieux. Ou plutôt avoir le contrôle lorsqu'on va avoir un mouvement qui est déstabilisant, comme mettons lorsqu'un jeune respire. Les mécaniques de saut, d'atterrissage ou de rebond,
Ça a l'air con comme ça, mais c'est des choses qui se travaillent. Souvent, vous avez tous eu au moins un jeune, une fois qui est arrivé, il atterrissait toujours les petits genoux à l'intérieur. Souvent, c'est une raison de moyen fessier. Il y a des raisons des fois mécaniques, mais souvent, c'est une raison de moyen fessier ici, pas assez bien développé ou pas assez fort, ce qui lui empêche d'arriver avec toute la vitesse qu'il voudrait au mur, d'atterrir comme il faut au mur et que son corps soit capable de qui est capable de prendre cette charge-là de vitesse fois son poids à lui dans l'eau. Après ça, lancer, attraper, saisir, la force de préhension qui est une composante vraiment importante, qui est en fait vraiment, vraiment importante dans la natation. C'est la partie de catch. Tout le monde ici va être d'accord. Vous êtes tous d'accord que c'est important? Oui, c'est beau. OK, on s'entend. Lancer, attraper, lancer, c'est simple. C'est exactement le même mouvement lorsqu'on fait du crawl, lorsqu'on fait du dos, lorsqu'on... Je n'ai pas d'autre exemple. La phase d'accélération, décélération. Accélération, décélération, oui, c'est important. Accélération, principalement, bon, vous le savez, sur un 50 mètres, si un jeune n'est pas capable de faire ses 3-4 premiers coups, s'il n'est pas capable d'accélérer tout de suite sur une très courte phase, surtout en bassin de 25 mètres, ça paraît assez vite. Qu'est-ce que je voulais dire, non? Ah oui, c'est ça. Puis après le virage aussi, même principe. Souvent, si on prend une dizaine de coups de bras avant d'accélérer, surtout sur un 50 brasses, c'est fini. Hein? La course est pas mal finie. La décélération, souvent les jeunes, admettons, prennent trop de temps à décélérer, surtout lorsqu'on arrive au mur. C'est des composantes qui se travaillent à l'extérieur de l'eau, pas seulement dans l'eau. Vous pouvez après ça les appliquer. Juste la phase de réaccélération, souvent, qui est moins pratique à notre sport, c'est surtout dans les sports de changement de direction comme le soccer, le soccer, le football. Je n'ai pas d'autres exemples non plus. Après ça, membre inférieur bilatéral. Dans le fond, c'est de travailler la jambe gauche, la jambe droite de façon indépendante. On peut avoir une compensation de 20 % dans un membre lorsqu'on travaille, lorsqu'on force, admettons, un squat. Je fais un squat ici présent, je peux forcer jusqu'à 20 % plus de la jambe droite que de la jambe gauche, simplement parce que ça n'a pas été développé ou travaillé lorsque j'étais là en plus jeune âge. Et les membres inférieurs, ça, donc les deux côtés en même temps, même principe que je disais tantôt. Y a-t-il des questions là-dessus? Non? J'ai endormi tout le monde qui restait? Pas encore? OK, c'est bon. Je suis bien content. Donc, c'est ça. Donc, ces habiletés-là, vraiment, c'est ce qu'on passe, c'est le temps, en fait, c'est tout le temps la préparation physique qu'on passe de l'âge de 11-13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans à travailler à l'extérieur de l'eau. Et oui, honnêtement, il y a des périodes dans l'année où, puis même en milieu de saison, où on passe 50 % de notre temps à l'extérieur de l'eau. On a décidé réellement qu'on essayait à 100 % de suivre un modèle qui, normalement, est appliqué à tous les sports. Et on essaye. C'est pas facile. Des fois, ça me met aussi dans des zones même si on est arrivé, on a dit, bon, ben let's go, on y va. Une chose qui a été vraiment incroyable pour nous, ça a vraiment été la partie COVID. Puis là, je suis sûrement le seul entraîneur au monde ici qui va dire que le COVID a été une bénédiction pour moi. Quand je suis arrivé avec ces concepts-là, vous imaginez la face de mon conseil d'administration? Tout le monde est capable de s'imaginer. Arrivez, vous autres, à dire, écoutez, je vais faire la moitié de mon temps avec vos jeunes dans l'eau, l'autre moitié, on va faire autre chose. Imaginez la face de vos conseils d'administration maintenant. Tout le monde arrive à se l'imaginer? Oui, c'est ça. Exactement, c'est la même chose que j'ai eue. Lorsqu'on est arrivé au COVID, le plan était déjà prêt. Je savais exactement ce qu'on voulait travailler. Je savais exactement comment on voulait le travailler aussi. Donc, le jour où on a réussi à retourner faire des pratiques sportives à l'extérieur, tout encadré, le planning était déjà fait. À tous les jours, on avait des sorties de vélo, de cross-training, de yoga, de natation en eau libre. Bien sûr, on ne les empêche pas de nager. Sinon, on avait des fois des piscines extérieures. C'est le fun, on a pris des coups de soleil, tous ensemble. Pas moi, là, mes nageurs. Au Saguenay, c'est très, très blanc là-bas. Après ça, écoutez, tout ce que vous pouvez imaginer, on est allé faire du vélo un petit peu. De la course, on en a fait. La journée préférée, c'était le dimanche. Moi, je suis un coureur aussi maintenant, un nageur recyclé en coureur. C'était ma long run. Long run, dans le fond, c'est quelque chose plus chez les coureurs. C'est le 1/3 ou 1/4 de notre volume se court en une journée. C'est un principe que j'ai essayé en natation, ça se fait très mal, par contre. Mais je faisais un tour, puis les jeunes, s'ils arrivaient à me suivre pendant un tour, gagnaient un beigne. Très populaire. Mais ils sont venus. Donc, c'est ça. Ça a été une bénédiction lorsqu'on est revenu. La gang que j'avais à ce moment-là, qui ont décidé de poursuivre, mais en ce moment, semble démontrer quand même certaines habiletés dans l'eau.
qui sont plus importantes que ceux, justement, qui n'ont pas suivi le programme durant la partie COVID. Vraiment, en ce moment, on est en train d'observer une certaine différence de progression dans les deux camps, entre guillemets, là. Donc, encore, ça va être des chiffres à vous montrer éventuellement, puis ça va me faire plaisir. Puis là, vous voyez ça sûrement, vous vous dites une chose, puis la raison pour laquelle je l'amène, c'est parce qu'à chaque fois que je l'ai présenté à d'autres sports, j'ai eu cette même phrase-là tout le temps. Oui, mais, est-ce qu'il y a des gens qui veulent essayer de deviner qu'est-ce que c'est? La suite de la phrase? Et voilà. Mon sport, c'est un monde à part. Exactement. Il nage pas assez. Très souvent, c'est arrivé. En haltérophilie, c'est arrivé. D'ailleurs, haltérophilie, la première personne à qui j'ai présenté ça, un étudiant en kin, maîtrise en kin aussi, très, très bon dans ce domaine. C'est d'ailleurs, je l'ai engagé comme préparateur physique parce que c'est avec lui qu'on a décidé de développer ce genre de modèle-là. Et c'est venu d'une discussion qu'on a eue à un moment donné où je lui montre ma planification. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, en natation, ça n'a pas de sens. Vous vous levez à 5 heures du matin, vous nagez trop, il y a trop d'affaires, vous ne faites pas assez d'affaires. Là, je dis, effectivement, c'est un bon point. Quand on regarde ça, ça ne suit pas le modèle. Puis après ça, j'ai demandé, j'ai demandé de voir, lui, qu'est-ce qu'il faisait. Il m'a amené sa planification, vraiment libre de même. C'était mon colocataire, c'est plus facile d'être ouvert avec ce qu'on fait. Puis, finalement, il montre sa planification d'haltérophilie. Puis, j'ai dit, mais vous autres, ça n'a pas de sens en haltéro. Vous faites toujours des mouvements de puissance, tous les jours, 5 jours semaine, des mouvements de puissance. Comme si je vous disais, on fait des dives, puis que des dives dans l'entraînement tous les jours. Puis là, c'est ça, je vois déjà des noms, là, ça n'a pas de sens. Et là, il m'a dit exactement cette phrase-là. Oui, mais l'haltérophilie, c'est un monde à part. Puis là, j'ai vu la face changer, sa face à lui changer. Il a fait « Oh! » Exactement ce qu'on était en train de se dire que les autres sports faisaient. On a fait le test avec différents sports après, et c'est la phrase qui est ressortie tout le temps. Donc, c'est là qu'est venu le principe de, on reprend toutes les différentes sciences qui sont supposées s'appliquer partout. En théorie, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue mécanique, tout est pareil chez l'être humain, peu importe le sport qu'on va pratiquer. On a pris les différents modèles qui existent, on n'a rien inventé là-dedans, c'est toutes les références, je vous l'ai dit en bas de page, si vous les voulez. On a tout pris les modèles qui existaient, on les a appliqués, on a essayé de les changer légèrement pour les peaufiner à notre sport, et on essaye. Donc, il y a 3 ans, on a commencé. Et ce qui en ressort, dans le fond, la partie chercheur en moi n'est jamais vraiment partie. J'ai donc pris, en fait, le 3 ans vient de terminer, je suis rendu aux évaluations. J'ai donc pris uniquement des femmes de naissance pour essayer de ne pas avoir trop de biais dans mes évaluations aussi, voir si les gars et les filles, comme ils ont des stades de développement différents, voir comment les filles, eux, se développaient. Donc, que des filles à la naissance doit être dans le programme depuis au moins 3 ans, c'est-à-dire depuis que je suis arrivé au club. Là, c'est ma 4e année. Fun fact, pendant 1 an et demi, j'ai nagé dans une piscine 20 mètres, 4 couloirs, pas de câble et à 90 degrés Fahrenheit. C'était vraiment intéressant. Secondaire 4 ou plus actuellement, donc doivent être en fin de phase de spécialisation ou déjà entrés dans la phase de haute performance et doivent avoir fait l'épreuve au moins une fois depuis septembre 2019, c'est-à-dire les mêmes critères que le moment où moi je suis arrivé. En général, tous les temps que vous allez voir, tous les pointages, en fait, parce que je fonctionne par pointage FINA, pour essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire, les sprinteurs vont être classés avec les sprinteurs, 50 brasses, 50 fly, 50 libres, peu importe. Et les nageurs de distance, même chose. C'est juste que là, je vais être honnête avec vous autres, c'est tous des nageurs de libre. Après ça, non. Ce qui en est ressorti, on semble avoir une courbe ici qui ressemble à ça. Donc, en bas, vous avez les épreuves, donc 50, 100, 200, 400, 800 mètres. Et sur la colonne verticale, vous avez les pointages FINA par rapport à leurs épreuves. Donc, c'est ça qui en ressort pour l'instant. Là, je sais que ça ressemble juste à un nuage de points pour vous autres. Honnêtement, quand je regarde ça, moi aussi. Fait que je les ai séparés. Donc, ce que j'ai fait, puis là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de changer mes trucs en haut. Pour déterminer si un nageur est un sprinter ou un nageur de distance, pour l'évaluation, le nageur de sprint devait avoir une vitesse de 200 mètres inférieure à 80% de sa vitesse de 50, tout simplement. Donc, il était classé dans la catégorie de sprint. Les nageurs de distance et de mid, c'est simple, devaient avoir une vitesse de 200 mètres qui était supérieure à leur vitesse de 50 mètres. Là, ici, j'ai pris, là, il y a des petits biais là-dessus, quand même. J'ai pris Liendo pour comparer, puis j'ai pris Cochrane pour comparer en termes de pointage. C'est en termes de pointage, pas en termes de vitesse, sinon ça explosait mes diagrammes, puis on voyait juste pas les graphiques.
Ce qu'on observe quand même, c'est qu'au niveau des sprinteurs, ils semblent avoir une même direction de la courbe. C'est-à-dire que le programme semble donner des résultats intéressants, malgré le plus faible volume d'entraînement sur la capacité de sprint, à l'exception du 100 mètres, donc la capacité aérobique ou la puissance, la capacité lactique principalement ou la puissance lactique. Pourtant, c'est drôle parce que j'étais persuadé que ça allait être là-dedans qu'on allait un petit peu plus se démarquer. Et finalement, au niveau des nageurs de distance, on semble observer réellement qu'il n'y a aucun suivi sur ce que ça devrait être. Un nageur de distance devrait normalement être beaucoup plus capable, ça se dit vraiment pas. Vous avez compris pareil, hein? OK. Vous devrez vraiment être meilleur à supporter l'effort sur sa durée. Donc, c'est un lac du programme sur lequel, actuellement, on va re-rentrer dans le cycle d'identification des problématiques, qui est celle-ci, pour essayer de faire en sorte que les nageurs de distance et de mid soient en mesure de suivre ce que devrait être normalement une courbe normale dans leur spécialité. Donc, c'est là qu'on en est pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux diagrammes qui sont ici? Vous pouvez en avoir après ou vous pouvez juste pas en poser, ça ne me dérange pas. C'est pour vous. Donc, c'est ça qui en est sorti. On est pour l'instant rendu ici. On est encore dans les principes d'identification de problèmes. Si jamais vous avez des idées, en passant, je suis très, très, très ouvert. Je les cherche en ce moment. Donc, si jamais vous en avez, ça va me faire plaisir. Comme on parle normalement de préparation physique, là, je vous ai parlé des grands principes. J'ai quand même pris la liberté de vous mettre quelques recommandations. La NSCA, je prie pour ça, littéralement. Je pense qu'ils ont pu payer leurs employés avec tous les livres que j'ai achetés d'eux autres en une année. Les recommandations ici pour le jeune âge, donc pour les 17 ans et moins, on leur propose d'avoir une technique adéquate, bien entendu, ça c'est pas nouveau. Des exercices poids de corps, renforcement ceinture abdominale, donc le mode CIPAC. En général, j'aime ça l'appeler de même. Les jeunes, ça leur fait une image assez flagrante. Puis mes gars sont super contents parce qu'ils se disent qu'ils vont aller à la plage du camping Jonquière, puis ça va être bien cool. Ouais, c'est ça, vous voyez le genre, là. Endurance musculaire, équilibre, coordination. Et ça, on va les voir après, c'est pour ça que je passe très vite. Il y a quand même certains points qui sont intéressants. Rester à l'affût des positions du corps dans l'espace, c'est-à-dire de comment est-ce qu'il est en mesure de se déplacer ou est-ce qu'il est juste toujours statique. En fait, les deux peuvent être des problématiques sur lesquelles on peut travailler. La vitesse d'exécution au niveau des membres supérieurs et inférieurs, je ne sais pas si j'ai marqué, en tout cas. Au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire la capacité d'agilité. Les exercices que vous voyez, admettons, des joueurs de football avec leurs échelles, ce sont des choses à travailler aussi. Souvent, c'est drôle, c'est quand même très lié avec la partie coordination. On suggère des progressions de 1 à 3 séries, 2 à 3 jours par semaine. En général, c'est ce qui est recommandé en bas âge. Ça marque limiter la compétition pour décourager les 1RM. C'est surtout lorsque vous êtes rendu en salle de conditionnement physique. Les 1RM sont la principale incidence de blessures. Donc, vous pouvez faire des évaluations de leur force maximale en faisant des 3 ou des 5 répétitions. Il y a des formules qui existent pour ça. Si vous les voulez, ça va me faire plaisir de les partager aussi. S'il y a des blessures, arrêtez et surtout, gardez ça amusant. En général, les jeunes adorent ça, le conditionnement physique. Juste, c'est pas normal dans ma tête, là, mais les jeunes adorent ça, ne pas être dans l'eau quand on regarde ça de cette façon-là. Donc, je trouvais ça un petit signe, comme il faut peut-être se réveiller un peu. Puis aujourd'hui, vous voyez, les deux apprécient autant un que l'autre. J'avais essayé de quoi cette année où on passait les 2 premières semaines à l'extérieur de l'eau. Finalement, ça n'a pas fait, je me suis fait bouder, mais solide. J'ai même eu pas des messages de parents, des messages de nageurs, comme quoi, là, c'est pas normal qu'on ne retourne pas dans l'eau, ça ne marche pas de même. Puis, c'est ça. J'ai eu une mention Baby Boss dans mes prix Citron cette année, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Par contre, on va les voir rapidement, là, c'est ça. Fait que, si vous avez des questions là-dessus, bonne technique, on ne dit jamais assez, l'enseigner en bas âge, c'est la raison pour laquelle c'est plus facile, en fait, l'enseigner à un jeune de 15-18 ans, leur technique qu'à 11-13 ans. C'est pour ça que c'est important de continuer de passer le temps avec eux, de passer du temps avec eux lorsqu'ils sont à un certain âge pour travailler leur technique adéquatement. S'il y a des fautes d'orthographe, d'ailleurs, je m'excuse vraiment beaucoup. Le français, c'est pas mon fort. Pas d'essai à la charge maximale, je leur redis aussi. Pour les exercices, des exercices vraiment de base, ils doivent apprendre les mouvements de base, justement, avant d'aller sur des exercices plus complexes. Les squats, les fentes, les push-ups, les dips, les planches, vous avez 1 millier de variations qui existent de toutes sortes. Vous pouvez aller les trouver sur Internet ou vous pouvez les trouver dans des livres ou vous pouvez regarder des entraîneurs fancy faire des trucs sur Internet aussi. Aux États-Unis, ils sont vraiment, vraiment forts là-dessus sur les combinaisons, justement, de ces exercices-là.
Si vous voulez les travailler ensemble, il y a les bossus, les med-balls, les slam-balls ou les surfaces d'instabilité. Vous pouvez mélanger tout ça ensemble. Si vous faites les multiplications de combinaisons, vous voyez que ça crée beaucoup, beaucoup de possibilités, normalement. Pour l'endurance musculaire, je me suis amusé un petit peu. Je ne sais pas si... en fait, dans les cours, on apprend une chose. L'endurance musculaire, c'est 15 répétitions et plus. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient déjà vu ça. Un peu? Oui, parfait. Normalement, quand on va un petit peu plus loin, il y a 3 types d'endurance musculaire. Le jusqu'à 20 répétitions, le 20 à 50 et le 50 et plus. Est-ce qu'un d'entre vous ici a déjà essayé le 50 répétitions et plus? Oui, genre, tu sais, c'est ça. Mais genre dans un programme d'entraînement. Souvent, dans ce temps-là, ouais, c'est le fun. T'as-tu des... OK, excellent. Puis, si tu avais à décrire un mot, ça serait quoi? Long, exactement. Donc, c'est des choses qui se font dans des moments très précis d'une planification, souvent. Ça reste vraiment intéressant à faire. Des fois, je le faisais en occlusion musculaire aussi, pas avec mes athlètes, avec moi-même, ma zone même. Mais c'est des choses intéressantes. Si jamais vous voulez les essayer, ça vaut la peine pour vrai. Ça a des résultats vraiment intéressants. Et finalement, la coordination ou l'équilibre. Faites simplement fermer les yeux. Ça augmente le niveau de difficulté de façon drastique. Ensuite, s'il est trop bon sur les yeux avec les yeux fermés, faites-lui bouger la tête. Vous allez travailler ses appareils vestibulaires. C'est une des principales raisons de l'équilibre, en fait, les sources de l'équilibre. Ou les mettre sur des surfaces instables aussi. Ça travaille très bien. Ensuite, vous pouvez mélanger tout ça. Yeux fermés, bouger la tête sur une surface instable. À tous les coups, il va tomber. Ça va vraiment être drôle. Vous avez le droit à 1% de perte par année, si je ne me trompe pas. Donc, vous êtes backé. Est-ce que c'est beau? Super. Je vous ai mis quelques lectures références. Je t'avais dit que je ferais ça en une demi-heure. Hein? Je vous ai mis quelques lectures références ici pour la préparation physique en général. Je vous ai mis donc ouvrage général si vous voulez commencer avec un ouvrage en particulier. Je vous en ai mis un ici. Pour de la réadaptation, chez les nageurs, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment et que c'est assez utile. Ou sinon des ouvrages spécifiques. Si jamais vous voulez une recommandation en particulier, ça va me faire plaisir de vous les dire. J'adore les lire ou vous les prêter, ça va me faire plaisir aussi. D'ailleurs, j'ai peur souvent avec ça. Sinon, il y a un jour un coach qui n'est pas ici aujourd'hui. Là, je ne sais pas, il est rendu où. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il m'a dit à un moment donné, la natation, de toute façon, la science, on ne peut pas trop s'y fier parce qu'il n'y a pas trop d'articles qui sortent là-dessus. Puis c'est ça. Donc, je me suis fait un petit devoir. Je vous ai trouvé un article en haut que je trouve intéressant pour tout le monde. Ça vient un petit peu donner comment je fais ça? Amener un autre point de vue sur l'approche qui est multidisciplinaire ou qui est plus multisport et les effets positifs au niveau mental. Ça, je vous le laisse en haut. Et je vous ai mis en dessous un livre qui est intéressant aussi, de la page 549 à 577. Vous avez 28 pages. 28 pages, c'est ça, si quelqu'un veut calculer. 28 pages avec en moyenne 22 références dedans, ce qui fait 560... Y a-t-il quelqu'un qui veut le calculer pour moi? Environ 600 références de natation. Vous avez environ 600 références de natation dans ce livre-là, à la fin, si ça vous tente d'aller les voir. Fait que ça ne soit plus une excuse de ne pas suivre ce que les scientifiques suggèrent. C'est ça. J'avais quelques informations supplémentaires. Le fait de nager plus en bas âge, ça a des avantages. On ne se le cachera pas, il y en a, puis ils sont vraiment importants à savoir. L'acquisition et le développement est super rapide. Les habiletés spécifiques, super rapides aussi. On a des petits jeunes de 13, 14, 15 ans qui nagent comme des jeunes de 18 ans, 20 ans. C'est super, c'est vraiment cool. Ils ont des performances rapides très rapidement. Ça leur permet de faire des compétitions plus rapidement aussi d'un certain niveau, de voir des meilleurs athlètes plus rapidement aussi. Et surtout, la reconnaissance. Donc, pour le recrutement, des fois, aux universités aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ça peut être intéressant aussi. Ça leur donne ces avantages-là. Par contre, il y a... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, non, je me suis trompé. Ah, je l'ai ici. OK. Par contre, il y a certains downsides. Puis là, j'ai l'impression que... La première fois que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça intéressant. On en tire la conclusion qu'on veut. Des indices comme quoi on a spécialisé notre athlète trop rapidement. Il y en a ici 5 à droite. L'amélioration rapide à la performance. Donc, on a tous déjà eu un athlète, à un moment donné, au bout d'un an, il savait déjà nager comme nos jeunes qui nagent depuis qu'ils ont 3 ans. C'est un indice. Des meilleures performances qui sont atteintes à l'âge de 15 à 17 ans. Ce sont des indices de spécialisation qui sont trop rapides ou hâtives. Les performances inconscientes en compétition, c'est-à-dire que
On est là, on arrive avec notre jeune, on va à une compétition, puis on se dit, on verra ce que ça donne. Ou je sais pas. Ou je sais pas trop si elle va faire des meilleurs temps, ou je sais pas si elle va mal nager. Normalement, on est en mesure de savoir dans quelle forme se trouve notre athlète, de savoir si elle devrait normalement faire une meilleure performance, ou si elle devrait faire simplement un testing, peu importe. La natation est actuellement le seul sport parmi ceux que je suis allé voir où on va à des compétitions sans intérêt de faire une meilleure performance. J'ai aucun autre sport qui m'a dit que ça existait, à l'exception lorsqu'on fait des championnats. Les championnats, par contre, là, ça sort complètement du lot. On a pu avoir un exemple en athlétisme aux Jeux olympiques en 2012 ou 2016. Le 1500 mètres chez les hommes, c'est gagné à la même vitesse et même plus lent que le championnat québécois ici. Parce que c'est des courses de championnat, ce sont des courses tactiques, mais c'est un autre sport, c'est une autre réalité, bien entendu. Leur sport est un monde à part. Donc, c'est ça. Donc, on est le seul sport où ça arrive. Bien sûr, l'arrêt du sport avant l'âge de 18 ans, c'est un des signes de spécialisation très rapide et davantage sujet aux blessures. Donc, on est plus à risque, on a plus d'incidence de blessures dans notre programme ou de nos athlètes. Le programme, la théorie, bien entendu, je n'ai pas sorti de chiffre officiel à part pour le dernier point. Les améliorations sont plus lentes au niveau de la performance lorsqu'on a une approche qui est multidisciplinaire ou de multisport. Les meilleures performances sont atteintes après le 18 ans. Donc, normalement, au moment où on les envoie à l'extérieur de notre région. Parce que je n'ai pas la prétention de vouloir regarder mes athlètes, loin de là. Mon objectif, c'est de les shipper ailleurs, comme je leur dis très amicalement. Je veux qu'ils aillent à l'université, puis je ne veux pas qu'ils finissent leur carrière avec moi, ça ne marchera pas. Moi, c'est jusqu'au cégep. Après ça, ciao, bye. Les performances sont plus constantes en compétition, c'est-à-dire qu'on maîtrise lorsque nos athlètes devraient avoir des meilleures performances, des performances optimales, ou quel genre de performance on veut avoir, tout simplement. La vie d'athlète est plus longue, c'est-à-dire, j'ai fait un petit test avec mes athlètes, je leur ai demandé combien de temps ils se voyaient nager encore. Puis j'en ai qui m'ont dit jusqu'à ce que je sois plus capable, d'autres m'ont dit jusqu'à 30 ans, puisqu'après ça, mon corps, je ne l'aimerais plus. Je trouvais ça étrange un petit peu comme réponse. Puis j'en ai un ou deux qui m'ont répondu jusqu'à la fin de mon secondaire. Donc, normalement, on a une tendance à avoir un groupe, une majorité de nageurs qui ont une vie d'athlète plus longue et moins blessés. Un point intéressant, les moins blessés, j'ai quand même pris la peine de le quantifier de notre côté. Depuis qu'on a mis en place cette structure-là, 0 nageur blessé de par la natation, comme des tendinites, des tendinopathies, qui sont deux choses différentes en passant. Donc, 0 blessures qui sont liées à ça. On a des blessures qui sont liées à accident lors d'un exercice ou est tombé, une chute, c'est des choses qui arrivent. Par contre, aucune blessure qui a été liée directement à la pratique du sport, qui est la natation. Donc, c'est les deux dernières choses. Après ça, j'avais ça, mais personne n'a posé de questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? Absolument, oui. Ça dépend à quel âge, oui. Je suis encore en train d'en essayer plusieurs formules. En début d'année, j'ai essayé de faire extérieur de l'eau une grande partie du temps, surtout avec les sports-études. C'est une bonne masse pour faire des tests. Et une journée dans l'eau, puis des trucs de même. Finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que les jeunes semblaient plus attirés par la formule lorsqu'on faisait moitié-moitié. Ou une partie à l'extérieur, on retournait dans l'eau, on faisait une autre partie à l'extérieur, on terminait à l'extérieur de l'eau. Tout est ouvert, là, rendu là. C'est pas mal des testings que je n'ai pas encore faits, qui sont très précis. C'est plus des tentatives pour l'instant. L'objectif de ton programme, c'est d'amener la haute performance à un âge plus avancé? Oui puis non. En fait, c'est d'amener la haute performance, oui, pas chez moi. Parce que j'ai pas la structure, c'est ça, j'ai pas la structure pour les encadrer puis pour les faire performer à Saguenay. C'est une réalité, je suis un club de développement. Ça, je ne m'ostine pas là-dessus. C'est tout à ton honneur, mais ce qui amène ma question, c'est comment se fait le suivi finalement lorsqu'ils partent? Ben, en fait, j'ai les premières filles de mon programme qui viennent de partir. Une est rendue avec David à Sherbrooke, l'autre est normalement à Laval. Puis les coachs sont très ouverts, là, ils continuent de me jaser. Hey, ta fille, telle affaire, peux-tu m'en dire plus? Ta fille, telle affaire, peux-tu m'en dire plus? Ils sont très, très, très ouverts. Là. Et donc, tu gardes contact pour faire parce que tu veux cumuler des statistiques là-dessus.
Oui, oui, absolument. Ouais. Puis, tu sais, en général, lorsqu'ils reviennent en région, ils reviennent, ils ont leur entraînement, ils s'entraînent avec le groupe. Le groupe est super content de les voir, puis après ça, ils retournent. Comme je disais, le but, c'est de les envoyer à l'extérieur. Le Saguenay est une petite région. Je veux qu'ils vivent autre chose. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Oui? Honnêtement, oui. J'aurais un plus gros bassin pour faire mes tests. Oui? On peut voir ça comme ça. C'est drôle, c'est le même titre que Nick a donné à mon club, laboratoire. Euh, Normalement, la progression est vraiment linéaire en termes de charge d'entraînement, en termes de volume d'entraînement aussi. C'est important de les différencier. Normalement, lorsqu'ils partent, on sait où on veut qu'ils s'en aillent. Ce qui me laisse quand même 6 mois pour travailler avec eux individuellement, à savoir, OK, tu t'en vas faire tel genre de programme, on va te préparer à faire tel genre de programme. J'ai une petite masse de nageurs de niveau élite, entre guillemets, là, c'est le nom qu'on leur donne parce que ça les valorise puis ça fait en sorte que les jeunes trouvent ça wow. C'est pas des blagues. Fait que, tu sais, ça me permet vraiment d'y aller individuellement avec eux. Là. Si vous voulez voir un petit peu le suivi individuel qu'on a avec eux, ça va me faire plaisir de le donner, de le partager aussi. Oui? Très intéressant. Rappelez-vous que hier, lorsqu'on a vu les classements d'équipes, dans les 47 ou 52 équipes, l'équipe de Jonquière est 9e excellence après les 3 championnats. Bravo pour pas mal de choses. Merci. Top 10 au Québec, donc dans une approche qui peut être différente, donc au prorata du nombre d'athlètes dans les équipes, donc c'est intéressant de se rappeler ce fait-là aussi. Ce sont tous, par contre, tous les gens qu'on a amenés en compétition sont tous en secondaire 4 et plus. Actuellement, dans le programme, ça, c'est une chose qui fait toujours peur, honnêtement, puis même quand je regarde les chiffres actuels, je le dis ouvertement aussi, je pense que ma prochaine génération est peut-être moins forte que celle qui est là actuellement. C'est des creux, c'est des vagues, mais la progression reste linéaire quand même, et mes gens qui performent le mieux sont mes jeunes de cégep qu'on a réussi à garder, justement. Qu'on n'a pas réussi à garder forcément tous dans de l'excellence ou dans de la performance, parce que c'est de l'initiation à de la haute performance. La vraie haute performance, ils vont la découvrir lorsqu'ils vont rentrer à l'université. Mais c'est quand même des choses à regarder. On regarde ça, puis là, je ne peux pas croire, est-ce qu'elle va réellement nager à la vitesse que j'aimerais qu'elle nage lorsqu'elle va avoir 18 ans, quand on regarde ça à 13, 14 ans. C'est une crainte toujours. Oui. Oui, je pense plus au volet jeune. Comment tu inclus ça à tes adjoints? Comment toi, tu sais, à un plus jeune âge, Mais quoi? tout seul, mettons du club école, c'est toi qui t'assures que la prolongée, c'est linéaire. Est-ce que, parce que tu dis que tu as des sauveteurs des fois sur le bord de la Ouais. piscine, etc., comment tu t'assures que, vu que tu nages un petit peu moins, Ouais. mais comment tu t'assures que toute cette progression-là, tu sais, Ben, en fait, sur le bord de la piscine? c'est vraiment facile. En fait, oui, je suis toujours sur le bord de la piscine. Je suis là de 8h à 10h, tous les jours. Oups, je suis allé trop loin. Ah, ben justement, en fait, ça, c'est la version faite en 15 minutes pour la présentation parce que quelqu'un était persuadé que je ne vous montrais pas tout ce que je fais. La réalité, c'est que chaque âge, chaque groupe est défini. Et vraiment, ça a été un travail justement sur les 3 dernières années où chaque groupe est construit. Je sais exactement qu'est-ce que je veux que mes jeunes aient développé à tel âge. Oui. C'est une bonne question. Je t'avouerais que je suis encore en réflexion à ce que je fais. Actuellement, j'ai un petit gars seulement dans le groupe sport-études qui fait des compétitions autres que des régionales. Normalement, les filles ont un décalage légèrement vers la droite par rapport au nombre de répétitions si on veut travailler la bonne filière. Donc, admettons, en hypertrophie, on suggère de 6 à 10 ou de 8 à 12, dépendamment des sources. Normalement, il y a un légèrement décalage à droite. Donc, pour l'hypertrophie, chez une fille, on suggère des 15 répétitions même. Chez un gars, on en suggère un petit peu moins. Donc, normalement, on essaie de quand même suivre toute la même ligne, même si normalement, ça se décale, surtout à l'âge de 13, 14, 15 ans. Mais au moins, pendant la séance, on sait qu'on est sur la bonne filière pour un gars ou pour une fille. Oui? Ça aussi, c'est une bonne question.
la façon la plus précise de mesurer l'âge physiologique de quelqu'un, on m'a dit un moment donné, puis les sources ont trouvé que c'était dans le poignet, dépendamment du développement des os dans le poignet. Là, il y a peut-être d'autres mondes qui vont avoir d'autres façons plus précises, mais je n'ai pas une machine IRM à disposition tout le temps pour le voir. Donc, malheureusement, ben, je regarde mon jeune, je suis comme, toi, tu as de l'air vraiment costaud, tu as plus de barbe que moi, c'est pas difficile, je le sais. Tu as une voix plus grave que moi. À un moment donné, j'ai un jeune qui m'appelle, il dit, je veux commencer à venir à nager. Un très, très bon nageur. Son père m'a dit, c'est temps, tout. Me passerais-tu au téléphone? Je prends le téléphone, puis j'entends, allô? Je suis comme, oh, OK. Toi, tu es peut-être un petit peu plus vieux par rapport à l'âge chronologique que tu as. Là. Fait que là, rendu là, c'est individualiser le plus possible. Oui? Charles, par rapport à la science, depuis quelques années, le Canada, on a du succès avec des athlètes de 14, 15, 16 ans. Oui, ça joue contre moi. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça joue contre moi. Tu sais, parce que mes filles, mes petites filles, là, j'en ai des petites filles que je trouve très talentueuses. Je suis comme, et que j'aimerais ça appuyer à fond avec eux autres, tu sais. Puis j'ai hâte, là. Puis, tu sais, ils me le disent en plus. Tu sais, vous avez vu cette partie-là ici, là? Ça, c'est une phrase qu'on m'a dit mot pour mot. En fait, celle-là, elle m'a dit, moi, à la fin de mon secondaire, je prends mes clics puis mes claques, puis je m'en vais dans un vrai club. Je suis comme, ah, OK, c'est spécial un peu, là, comme discours. Mais tu sais, ça donne envie, là. Tu sais, tu regardes ça, tu comme, hey, ça se peut que ça arrive, mais normalement, si on se fie à la littérature, à ce qui se fait, la meilleure chose pour les athlètes, pour mes nageurs, c'est d'être patient et d'attendre le bon moment. C'est ça. Oui? Comment vos parents ont embarqué dans cette vision que si tu mets un club de natation, ils vont nager un petit peu moins souvent plus dehors de l'eau au début? Oui. Comment tu as changé la culture pour amener ça? Ça que je disais merci COVID. La première année, on était toujours sur le deck, on faisait un petit peu de choses à l'extérieur, puis on retournait, puis là, on repartait. Puis je me suis fait chialer, mais si vous saviez, là, j'espérais que l'officiel de mon club soit là. Si vous saviez à quel point je me suis fait chialer la première année sur « on nage pas assez, il faudrait nager plus, on nage pas assez », puis là, ça revenait tout le temps. J'avais des messages, « est-ce qu'on va nager tel jour? » Non, ben non, t'es en congé. Puis on fait autre chose, on va telle place. Puis quand le COVID est arrivé, on a commencé à faire autre chose, puis les jeunes ont commencé à aimer ça. Faire autre chose, on a découvert. Puis tu sais, la réalité, c'est que j'ai perdu des athlètes parce que je leur ai fait découvrir autre chose. On a fait de la boxe, on a fait de la muscu. J'ai un petit gars, d'après moi, a été un vrai talent, qui est perdu malheureusement. Mais lui, il s'est découvert une passion pour la boxe. Il est parti boxer. C'est une réalité. C'est une réalité du programme où je t'amène à faire d'autres sports, je t'amène à découvrir autre chose. Il y a des chances que je le perde, mais le jeune est content. Puis je reste en très bon contact avec eux. Mais le fait de montrer cette ouverture-là aussi, je me retrouve avec des athlètes de d'autres sports qui veulent venir essayer la natation. Puis ils se disent, hey, je vais venir essayer, je suis blessé, fait que je peux pas faire telle chose. J'ai eu un patineur de vitesse, puis deux coureuses à date qui font ça. Là, tu parles d'autres sports en dehors de l'eau, mais ça te fait essayer d'autres sports aquatiques? Parce que c'est souvent ce qu'on oublie, Ouais. d'essayer des sports aquatiques, alors que dans l'eau, ben, la natation synchronisée peut nous aider, le water polo peut nous aider, le plongeon peut nous aider, la nage apnée aussi peut nous aider. Je ne pas avec parcimonie quand on parle d'apnée, mais c'est ça. Le but, c'était de développer ces habiletés-là vraiment, puis je les ai prises à la lettre. J'irais plus, puis en fait, j'irais plus avec cette idée-là. Oups, où est-ce qu'on est? Lorsqu'on arrive dans la structure haute performance où les habiletés spécifiques au sport deviennent peut-être un petit peu plus précises, donc de garder notre volume d'entraînement aquatique plus élevé, surtout à leur âge. Donc, c'est à ce moment-là peut-être que j'irais faire d'autres sports comme la nage synchronisée. Justement, c'était une idée en particulier que j'avais. Le plongeon un peu. Le plongeon un petit peu moins. Là. Ça ne me dérangerait pas de le faire en plus bas âge. Le water polo aussi, par exemple. Mais lorsqu'on est en plus bas âge ou en partie de spécialisation, là, j'essaie vraiment de me tenir à des sports qui sont plus à l'extérieur. C'est intéressant, mais en même temps, moi, ça me fait comme peur, entre guillemets, parce que je me dis, les jeunes, on peut les garder dans notre piscine. Ben, tu sais, je parle au monde de l'évolution de la fédération, etc. Les jeunes, on peut les garder le plus longtemps possible. Quand ils arrivent, ils apprennent à nager, puis ben, l'important, c'est qu'ils reviennent plus tard coachés, etc. D'avoir vraiment l'évolution du baigneur, nageur, entre guillemets. Donc Ben, là, ça veut dire que toi, tu vas à l'extérieur, ce qui est cool, mais du coup, ça fait peur parce que, ben, c'est ça. ben, c'est ça. La réalité, c'est que oui, ça fait peur, j'en perds. Je m'excuse, je réponds à la question, puis je suis à toi tout de suite. C'est justement la partie où
un des avantages d'être à l'extérieur de l'eau plus souvent, c'est que la vie d'athlète est plus longue. Puis normalement, leur pic de performance est atteint à l'âge de 22 à 28 ans, 23 à 28 ans, pardon. Fait que normalement, même s'ils retournent pratiquer un sport à l'extérieur, tant qu'ils restent actifs et tant qu'ils continuent à développer ces différentes habiletés athlétiques, si jamais ils décident de revenir dans une structure de haute performance, ils ne devraient pas repartir de zéro. Il ne va pas repartir de zéro parce qu'il va avoir décidé de continuer la pratique sportive. Et si jamais il décide de revenir, il va être dans un pic de force, en quelque sorte, à un âge plus avancé. Il y avait une question là-bas? Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, c'est exactement le même principe. On a... Ouais. C'est ça. Oui. Est-ce que tu tiens compte que, tu sais, selon l'horaire d'entraînement comme dans ton club, selon la période d'année ou dans la semaine même, le jeune peut et peut, tu sais, va chercher d'autres, c'est les habiletés, mettons, dans d'autres activités, dans d'autres inscriptions sportives, dans le sens où que ton pourcentage, là, il est fait juste dans ta structure sportive ou tu tiens compte aussi que ben, il va peut-être chercher 10%, 15%, OK, 20% OK. ailleurs. Je tiens vraiment juste compte de la structure elle-même, de ce que j'offre dans le programme. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en développant les différentes habiletés, j'ai des jeunes qui deviennent naturellement plus actifs à l'extérieur. J'ai une petite fille qui travaillait à Chicoutimi, puis qui s'entraînait, qui vit à Jonquière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quelle distance? C'est environ 15 km. En tout cas, ça paraît loin, là, mais c'est 15 km. Tous les jours, elle partait à vélo, puis elle revenait à vélo. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était juste bonne à vélo, puis elle aimait ça. Puis c'est pas la seule. J'en ai eu 4-5 qui sont vraiment mis au vélo plus fréquemment. J'en ai beaucoup qui se sont mis à courir par eux-mêmes. J'en ai beaucoup qui sont juste partis au gym à partir de secondaire 4-5, qui décident d'arriver et de dire « Hey Charlot, on va au gym, on peut-tu avoir un programme? » Vous allez au gym. « Ah oui, on aime vraiment ça, on peut-tu en avoir? » Fait que là, j'ai commencé à faire des programmes pour eux autres. Fait que je sais que normalement, les mercredis, au sport-études, nous autres, on est complètement à l'extérieur de l'eau. On ne touche pas du tout à l'eau le mercredi. Par contre, les secondaires 4 et 5 sont invités à venir nager avec le groupe du soir. Fait que les autres, ils ont leur programme que je leur ai fait pour les 3 jours parce qu'ils vont par eux-mêmes à d'autres moments dans la semaine aussi. C'est une réalité, puis c'est tant mieux. En bout de ligne, ça fait juste augmenter leur volume total d'entraînement, leur charge totale d'entraînement, même si ce n'est pas spécifique au sport. Parce que le volume spécifique au sport, quand il va être en plus grande partie, à un âge plus avancé, normalement, il devrait être en mesure de le supporter. Oui? Ce que je trouve aussi hyper pertinent dans cette approche-là, autant pour les athlètes qui vont se rendre au pic de haute performance, puis ceux qui ne se rendront pas, parce qu'on est tous conscients que la vaste majorité d'entre eux ne se rendront pas, c'est la littératie physique, être habitué, être capable et aimer bouger juste pour le plaisir de bouger. Combien d'athlètes, je fais partie du lot, qui ont fait un sport très jeune, qui se sont spécialisés très jeunes, qui ont fait que ça, puis on arrête de faire ce sport-là et on devient complètement sédentaire pendant combien de temps à ne pas être capable de retrouver ce plaisir-là de bouger juste pour le fun. Qui commencent à faire du vélo pour se déplacer, transport actif, c'est vraiment génial. Puis même nos athlètes qui vont se rendre en haut, quand la carrière finit par finir à un moment donné, on ne veut pas que ça devienne des êtres humains qui ne sont pas actifs dans le quotidien, parce que c'est pas vrai que la natation va faire partie de ton day-to-day toute ta vie. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oh, il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Non, alors savez-vous pourquoi il n'y en a plus? Parce qu'on a déjà pris 10 minutes sur la pause, une pause qui faisait 15 minutes. 30 secondes, Nico. Moi, j'ai Oui. coaché Charles à son A5. Je suis fier de toi, Charles. Merci, Mitch. Ah oui. Mais vraiment, je confirme, j'appuie, je suis vraiment très content d'avoir un Charlot au Québec, d'avoir un Jérémy Dumora au Québec, et puis, merci, d'avoir un Charlot, un Jay au Québec. En effet, c'est comme des jeunes talents, si on se lance une émission de télé, regardez l'émission de télé FNQ Got Talent, là je pense qu'on en a 2. On peut les applaudir quand même, et puis on a une petite pause de 5 minutes, merci.